et Sony Human Rights de la Sorbonne. Donc, on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui, donc notamment la limite entre la séduction et le harcèlement et comment les médias le dénoncent. Donc pour commencer, on va vous diffuser une vidéo de témoignage qu'on a recueilli à propos du harcèlement de rue. Je trouve que ça a été une bonne chose que tout ça ait été découvert et que ça... Excusez-nous pour problème technique. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 intervenants. Donc Émilie Bourgoin, Michael Benilouche, Julie Peigne et Adrien Chaboch. Donc je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. Émilie Bourgoin, je suis responsable de la commission jeune au CNFF, qui est le Conseil national des femmes françaises. C'est une fédération d'associations qui a été créée en 1901. Notre fédération est apolitique, modérée, et notre objectif est de défendre les droits des femmes et les libertés. Voilà. C'est une fédération qui a eu dans ses rangs des femmes illustres tout au long du XXe siècle et qui se bat notamment surtout au niveau des politiques en faisant des études et du lobbying principalement. Voilà. Alors bonsoir, je m'appelle Michael Benilouche, je suis maître de conférence des universités, je suis directeur des études d'une structure qui s'appelle Sud Barreau. J'interviens également, je suis auteur chez Eloquentia, ce qui me permet d'intervenir dans mon domaine de prédilection qui est le droit pénal et la procédure pénale, notamment par rapport à cette thématique-là de harcèlement. Je suis auteur d'ailleurs d'un article global sur le harcèlement il y a quelques années qui permet justement de tracer un petit peu les lignes entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, mais même au-delà de ça, attention, pour ma part, je défends un point de vue qui est un point de vue assez particulier, qui consiste quand même à dire que dans tout ce qu'on a vu ici comme type de développement, il y a un certain nombre de termes qui ne sont pas les bons termes. Et je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir invité, mais parmi ces bons termes et ces aspects-là, quand on regarde ne serait-ce que l'affiche qui ici, que vous avez sous les yeux, ce n'est pas un harceleur que vous voyez sur cette affiche, c'est un agresseur sexuel. Voilà. En restituant leur véritable qualité aux différentes personnes, ça permet d'avoir ça. Mettre une main aux fesses, c'est une agression sexuelle. C'est pas juste un harcèlement. Sous ce couvert de harcèlement de rue, il y a, et on y reviendra, un très grand nombre d'hypothèses qui vont du viol, la pratique la plus extrême, à effectivement une pratique, on va dire, où on est aux confins du gros lourdingue, ici, et de l'infraction pénale légère qui est commise. Mettre une main aux fesses, une nouvelle fois, c'est une agression sexuelle. La place de cet individu ici, au regard du droit pénal, c'est en prison, puisque la peine prévue, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Bonsoir, alors Adrien Chaboch, moi je suis membre de l'association Stop Harcèlement de rue. Stop Harcèlement de rue, c'est une association que vous connaissez peut-être. On s'est constitué en 2014 sous la forme d'un collectif citoyen. Et depuis, on est une association structurée, nationale, avec une centaine d'adhérents, des groupes locaux dans une dizaine de villes. Et on se désigne comme une association d'éducation populaire à visée féministe. Donc je pense qu'on y reviendra plus en détail. On mène à la fois des actions de sensibilisation et en même temps on se veut un lieu de réflexion, de discussion et de formation sur les questions de féminisme.
Alors bonsoir, je suis Julie, je suis aussi membre de Stop Harcèlement de rue, je suis référente de l'antenne à Paris. Donc tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour l'instant, on va vous poser des questions et puis à la fin, on laissera place au débat. Donc pour vous, est-ce que vous pouvez nous dire quand a été le déclic, le moment où vous vous êtes dit il faut que je m'engage, il faut que j'agisse contre ce phénomène de société? Celui qui préfère parler. Alors, déjà, mon engagement militant dans l'association de harcèlement de rue, ça a commencé fin d'été dernier. Après, je suis devenue adhérente vers octobre et là, petit à petit, à force de côtoyer l'association, je me suis vraiment engagée et maintenant, je contribue aux actions de l'association. Il se trouve que j'ai fait des études de droit et en droit pénal et que j'ai fait mon mémoire de fin d'année, donc l'année dernière, sur le harcèlement de rue et sur la question de est-ce qu'on doit pénaliser ou non, est-ce que le pénal a sa place face au harcèlement de rue. Ce qui fait que j'ai été en contact avec l'association Stop Harcèlement de rue sur Paris et donc ça veut dire que ça me sensibilisait déjà. L'idée qu'on connaissait le harcèlement au travail, on connaît les violences faites aux femmes aussi dans la sphère privée et qu'on se rend compte que même dans la sphère publique, c'est-à-dire ce passage de transit entre le privé et le public, les femmes aussi sont victimes de violences et du coup ça m'a interpellée d'un point de vue juridique mais aussi d'un point de vue personnel où j'ai eu, comme de nombreuses femmes, été victimes de formes de harcèlement de rue. Alors, j'avais eu la chance de ne pas être victime de formes graves, donc déjà pas d'agression sexuelle, mais il y avait quand même ce sentiment où, comme plusieurs d'entre vous, je pense, quand je rentre chez moi d'une soirée, on me dit envoie-moi un texto pour te dire que tu es bien rentré, ou tu veux pas que je te raccompagne, ou voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas rentrer seule chez moi à minuit, le soir, un samedi soir, c'est dangereux. Et donc, c'est ça qui m'a poussée à devenir militante pour Stop Harcèlement de rue principalement, mais j'étais déjà féministe de longue date. Alors moi, déjà à titre personnel, comme beaucoup j'imagine, j'ai entendu depuis longtemps des témoignages multiples, répétés, d'amis qui vivaient des situations comme ça. Et puis à titre personnel, je pense que le moment où vraiment ça m'a fait un déclic, c'est que je venais rencontrer quelqu'un, j'étais très heureux ce soir-là, on avait passé une super soirée, je suis rentré chez moi, elle est rentrée chez elle. Quand je lui ai demandé comment ça s'était passé, question classique, elle me dit moi je me suis fait suivre dans la rue, je me suis fait cracher dessus. Et je pense que ce jour-là, j'ai réalisé à quel point on pouvait vivre différemment l'espace public. Et donc du coup, quand j'ai entendu parler de Stop Harcèlement de rue au début, je me suis dit si je peux faire quelque chose, je veux en être. Alors moi je ne suis pas militante, pas encore. Je suis là parce que la fédération dans laquelle je suis s'occupe de tous les sujets concernant les femmes, donc celui-là en partie. En revanche, j'ai créé une association qui s'appelle Village Jourdain dans le 20e et cette association s'occupe de la revitalisation de l'espace public et passe notamment par un aménagement de l'espace public plus agréable, peut-être plus sensible, peut-être plus adapté aussi aux deux genres. Et voilà. Donc sur ce sujet-là, ça m'intéresse beaucoup. Et puis en tant que femme, en tant que mère de 3 enfants, c'est des sujets qui m'interpellent. Et à plusieurs reprises, je me suis trouvée, notamment encore hier soir, dans une situation compliquée avec mes 2 enfants, avec quelqu'un qui nous a suivis, qui est intervenu dans nos discussions, à avoir envie de lui répondre et en même temps avoir envie de montrer l'exemple de ne pas d'être restée indifférente parce que cette personne était très alcoolisée. Voilà, d'aider aussi par rapport en tant que mère, d'avoir envie de montrer quel exemple. Voilà. C'est pas toujours évident de pouvoir trouver des solutions. Voilà. Alors moi, c'est pas un engagement militant à en parler du tout, et puis c'est un aspect qui est un aspect relativement délicat, c'est-à-dire c'est mes recherches qui m'ont conduit à un moment donné à m'intéresser à ce type de pratique. Je m'y intéresse tout particulièrement parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez symptomatique sur la société dans laquelle on vit, qui se manifeste à travers ça. C'est pas tant le juriste, mais c'est aussi, on va dire, l'individu qui sort relativement fréquemment. Et moi, dès que je sors, justement, il y a un certain nombre de personnes dans cette salle avec qui il m'est arrivé de prendre des verres. J'ai cette fâcheuse habitude, apparemment c'est très mal, mais de leur dire de m'envoyer un petit message quand ils sont arrivés pour savoir s'ils sont bien arrivés,
Là-dessus, il n'y a aucune connotation qui est une connotation de contrôle de ce point de vue-là, si ce n'est que, justement, là, on touche véritablement à ce qui peut caractériser dans un cas particulier le harcèlement. Tout dépend de l'intention avec laquelle on va avoir une personne qui va agir. Et quand on reprend et on recense un certain nombre de témoignages, il y a un certain nombre de pratiques qui sont ancrées dans les mœurs. Et de ce point de vue-là, on peut assez facilement comparer des réactions qui sont des réactions sociétales qui peuvent avoir lieu dans certains quartiers, dans certains lieux, mais aussi pour pouvoir y intervenir de façon très régulière en province, où vous avez parfois, on va j'espère évoquer ce type de considération-là, vous avez parfois des jeunes femmes qui ne peuvent pas le soir rentrer seules, sinon elles vont être au moins, on va dire, embêtées. Et sous ce couvert de embêtées, je vous dis, se cachent des violences qui sont commises sur ces personnes. Les violences, elles ne sont pas nécessairement physiques, elles peuvent être également morales, avec un climat qui s'instaure de plus en plus. Et là, la première des réactions, à proprement parler, au-delà même d'évoquer le droit, c'est bien évidemment une réaction du reste de la société. Et cette réaction du reste de la société, on va évoquer un certain nombre d'hypothèses, d'exemples, et ces réactions-là, c'est justement le fait que le groupe social, souvent, trop souvent, par lâcheté, je ne crois pas d'autres termes appropriés, va être un groupe social qui ne va pas réagir alors qu'il constate qu'un phénomène de harcèlement de rue a été évoqué. Quand on voit les paroles qui sont prononcées, vous allez avoir des justifications qui sont avancées sur ce type de pratique-là, et justement, on inverse les choses de façon assez symptomatique. On y viendra sur des exemples concrets. Celui qui harcèle, parfois, va se présenter en victime. Comme c'était le cas à un moment donné, vous avez un individu qui harcèle, donc un harceleur, et qui vient derrière et qui dit « mais tu refuses parce que tu es raciste ». Et les gens prennent parti en disant « oui, c'est sous couvert de racisme ». Non, non. L'agression initiale, il faut la déterminer à un moment donné. Et c'est quelque chose qui est complètement paradoxal, c'est-à-dire qu'on en arrive à fustiger ce type de situation-là, alors que normalement au départ, c'est à nous tous, mais à nous tous intégralement, de ne pas avoir à accepter ce type de pratique. À un tel point qu'aujourd'hui, on en vient à légiférer là-dessus. Je veux dire par là que moi, il m'arrive d'aller voir des matchs dans des bars, d'aller prendre des verres avec des copains et ainsi de suite pour vous dire des ambiances typiquement masculines. Lorsqu'il y a l'un d'entre nous qui est susceptible de mal se comporter à un moment donné, je suis désolé, mais c'est entre nous que ça se règle. C'est-à-dire qu'on est capable de lui dire, écoute, tu as trop bu, ou t'es pas bien dans ta peau, dans ta vie, là, donc rentre chez toi, parce que là, on n'a pas envie de passer un moment avec toi. Des propos sexistes derrière ça, qui vont conduire à une agression, ne doivent pas être tolérés. Et ça commence par ça, par des propos sexistes, des remarques déplacées. Et donc pour vous, où commence le harcèlement de rue? Je veux dire, la différence entre, on peut considérer que c'est de la drague, et là où on en vient à c'est un harcèlement. Et comment, en tant que femme, on peut réagir à un harcèlement? C'est quoi la bonne position à adopter? Est-ce qu'on doit s'énerver? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre un harceleur? Moi, j'aurais envie de répondre que tout d'abord, c'est la première réaction ou réponse que va donner la personne harcelée. En face d'un... Voilà, la personne va émettre un souhait de communiquer, d'entrer en interaction, de quelque façon que ce soit. Ça va être la première réaction qui va être à respecter. C'est un non, c'est un non, c'est tout. C'est un refus, c'est pas un non-oui, c'est un non. Et ça, quand on ne connaît pas la personne, on respecte. Voilà. À mon avis, c'est juste là que la barrière se franchit. Si le non n'est pas respecté et entendu, là, la limite est dépassée et il y a risque, il y a danger. Et voilà. Bon, je veux dire, moi, ça m'arrive en permanence. Moi, j'habite dans le 20e et je trouve personnellement que l'interaction entre les habitants n'a rien à voir avec l'ouest de Paris, d'où je viens. Moi, je viens plutôt du 17e. On se parle énormément, on se touche pas, mais on interagit énormément avec les gens. Moi, ça me pose aucun problème. Et puis, je suis toute la journée dans la rue, de par mon investissement associatif, ça ne me pose aucun problème. Mais à partir du moment où ça dépasse quelque chose avec lequel je suis d'accord, que ce soit une question de temps, une question de... on m'a attrapé le bras et j'en avais pas envie, ou une question par rapport à mes enfants, ou une question, un geste déplacé, ou même un regard déplacé qui m'a pas plu et que je dis non, là, j'aimerais être respectée. Voilà, pour moi, c'est là la limite. Parce que, il faut oser dire non. Voilà, pour moi, il ne faut pas non plus tout mettre dans le même sac. L'interaction entre des gens, elle est super, elle est même extraordinaire. Et ça m'est encore arrivé la semaine dernière de m'être arrêtée en pleine rue pour réfléchir à ce que j'allais faire, etc. Avec un énorme caddie que j'avais trouvé, avec mes enfants dessus, etc. Il y a un monsieur qui est arrivé d'un certain âge, avec des yeux bizarres qui louchaient.
Au début, on peut se dire, oula, attention. Et finalement, il en s'est suivi une conversation passionnante. Il se trouvait que l'homme en question était inventeur. Il m'a parlé de ses inventions. On a eu une discussion pendant une demi-heure. Les enfants ont participé. Enfin, c'était très intéressant. Je me serais arrêtée en disant, oula, je le regarde même pas et je fuis. J'aurais raté quelque chose d'intéressant. Je suis ensuite allée sur son site internet, etc. Bon, on va collaborer. Je trouve que ça, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être formidable. C'est juste, voilà, pour moi, la limite, elle est dans la première réaction de la personne qui est... Voilà. Tout se situe au niveau du consentement. Quand on a une personne avec laquelle on souhaite interagir, on va lui formuler une proposition, quelle qu'elle soit. Voilà, si elle est injurieuse, déjà une infraction est commise. Si on entre en contact physique, une infraction est également susceptible d'être commise. Et surtout, c'est au niveau du consentement. Alors, au niveau du consentement, il s'exprime par non, effectivement, ou le fait de passer son chemin et de ne pas avoir envie d'interagir avec la personne en question. Si on incrimine, on peut aller relativement loin là-dessus. Mais si on décide à un moment donné de venir tenir compte de cet aspect-là, il faut se rendre compte qu'à travers la société, et souvent on présente le féminisme, alors je suis désolé, je ne suis pas d'une même génération que l'ensemble des intervenants, on présente le féminisme comme une avancée régulière, pas du tout. C'est une régression ici depuis une dizaine d'années qu'on peut qualifier, qu'on peut vérifier d'un point de vue juridique assez facilement. Vous avez quand même des émissions de télévision aujourd'hui, on semble être revenu aux émissions de télévision on va dire italiennes, du début des années 80, où une jeune femme ici doit apparaître de façon dénudée, elle est systématiquement renvoyée à ses sexualités encore à l'heure actuelle. Il suffit de regarder un petit peu ici, peut-être on ne regarde pas les mêmes chaînes, mais après Arte, il y a quand même d'autres chaînes sur le câble, notamment C8 par exemple, où une femme qui va dire non, ça veut dire que peut-être à la fin de l'émission, elle est censée dire oui. Alors on lui dit, on lui propose un bisou, ah non, elle ne veut pas, mais quand même, on va un petit peu la bousculer pour qu'elle dise oui. Ça commence ici. C'est-à-dire ça commence ici, ça commence d'un point de vue culturel, et ça commence à partir du moment où on ne prend pas en compte le consentement ou le refus d'une personne. Et ça, c'est une question de respect d'autrui, de savoir est-ce qu'on va interagir ou pas. On peut prendre, après, de très nombreux exemples où on interagit très facilement avec des personnes. Pour ma part, je prends fréquemment, alors quand je dis fréquemment, très fréquemment le train, qui est systématiquement en retard, c'est un autre débat, mais de façon générale ici, dès qu'on en est à un retard de 15-20 minutes, ça y est, il y a une sorte de solidarité qui se recrée au sein, par exemple, d'une structure ici, et on commence à discuter les uns avec les autres. Et il y en a toujours un ou une qui fait la gueule à ce moment-là, qui elle ne veut pas interagir avec personne. Bon, sauf quand elle n'a plus de batterie sur son portable, elle souhaite bien interagir. Mais il y a tout cet aspect-là, c'est-à-dire que de façon générale, il faut être extrêmement précautionneux, dire les choses de façon très claire, interagir dans la rue, dehors, dans le métro, dans les lieux communs, c'est possible, mais pour ça, il faut quand même, à un moment donné, se responsabiliser soi-même. Dans les transports en commun, il y a un aspect de transport justement qui est un aspect de transport en commun. Le seul souci, le seul hic, et pardonnez cette formulation, il est tard, je suis un petit peu fatigué là-dessus, c'est que dans les transports en commun, chacun ne pense qu'à sa gueule, et que quand on voit une personne se faire harceler, j'entends par là une personne, on entend dans le métro, on l'entend, pour venir ici, je suis venu en métro, j'ai entendu ce terme, non, ou laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans un métro bondé? Ça ne se passe pas de la façon dont on entend. Normalement, ce qui devrait se passer, c'est que telle personne va intervenir en disant, écoutez, elle a dit non. Non, moi ce que je vois souvent, c'est que la victime et le harceleur se retrouvent isolés. Et les autres s'écartent. Il ne peut pas avoir d'ennui. C'est pour ça. Le consentement, il est très important. Il faut l'entendre. Pas que le harceleur. C'est aussi à la société, c'est-à-dire aux personnes qui sont présentes, de lui rappeler cet élément-là. Ça m'est arrivé aussi à plusieurs reprises. J'habite pas juste à côté de mon métro, donc du coup, je rentre à pied, de voir effectivement, et ça me fait de la peine, des jeunes filles ou des jeunes hommes qui rentrent et qui, quand ils marchent dans la rue, baissent la tête, bon, parfois ils se calment dans la tête, bon, c'est pas grave, baissent la tête, de peur que quelqu'un ne les agresse dans la rue, sous cette forme d'agression-là. Bon. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Pourtant, les choses sont extrêmement simples. Un refus, on s'arrête là. Et ça va être la tâche du harceleur. C'est-à-dire, il va insister. Pourquoi? Parce que, est ancré en lui l'idée qu'un non peut se transformer en peut-être et finira finalement par un oui. Et puis aussi, il y a l'autre aspect aussi, chez un certain nombre, alors là on peut passer sur des terminologies qui sont des terminologies délicates, sur un certain nombre d'individus, le fait d'encaisser un non va créer chez lui une blessure narcissique, et cette blessure narcissique, il va pouvoir la soigner que comment? Qu'en forçant un oui, en se disant, tiens, elle le souhaitait finalement. Et là, on a un profil qui est au-delà de celui du harceleur.
on a un profil qui confine vers l'agresseur. Très bien, merci. Je voulais dire, si jamais il y en a quelques-uns dans la salle qui ne sont pas d'accord ou qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main et on passera les micros si jamais il y a une question. Ce soir. Est-ce que quelqu'un veut interagir ou dire quelque chose? Non? Oui, très bien les interactions dans l'espace public, mais le problème c'est qu'on peut se sentir obligé aussi. Enfin, moi j'avoue, je me suis déjà sentie obligée de parler à quelqu'un qui ne voulait pas dire non, enfin, en tout cas, refuser de prendre son numéro, je me suis dit, je lui laisse une chance. Et parfois, ça peut arriver que même dans un cadre autrement que dans l'attirance sexuelle, enfin de l'attirance physique, je ne sais pas si c'est parce que quand on est une femme, on nous habitue à moins dire non et à être gentil, etc. Enfin, voilà, donc là, c'est plutôt du côté de l'éducation. Mais renvoyer quelqu'un, c'est... Enfin, je trouve que c'est difficile, quoi. On peut le faire très poliment. On peut le faire... Oui, si, on peut le faire parfaitement. Non, mais moi-même, quand on me demande de l'argent, ça me donne des larmes. Non, mais c'est gênant parce que, vous voyez, on va arriver à un moment donné, on va être tous très gênés parce qu'il y a un moment donné où, justement, dans le discours des harceleurs, ceux qui tiennent devant les juridictions quand ils vont être poursuivis sur d'autres aspects qui sont déjà incriminés, comme le harcèlement sexuel, etc., ils évoquent, c'est pas mon point de vue, hein, je suis en train de simplement de vous dire de ce qui se passe devant les juridictions. Ils vont évoquer la question en disant oui, mais la victime, elle m'a pas envoyé les bons signes. Regardez, je lui ai proposé, viens, on va prendre un verre. Elle me dit oui. Viens, on prend 2 verres. Elle me dit oui. Je peux t'inviter? Oui. Je peux te ramener? Oui. J'arrive en bas de chez elle. Je lui dis, on va monter prendre un verre. Elle me dit oui. Elle est gênée, etc. Et là, elle a bu de l'alcool. Elle a accepté. Elle me propose de monter. Bah, je pensais que c'était d'accord. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est ancré dans les mœurs. Alors que rien ne vous oblige à dire oui. Rien ne vous oblige à dire oui, mais pour autant, on peut dire non, tout simplement. Ça ne m'intéresse pas de prendre un verre avec vous, de prendre votre numéro de téléphone. Et normalement, c'est quelque chose qui doit être accepté. Si ça vous met en danger, c'est justement une difficulté, mais c'est quelque chose qui devrait être audible dans un cadre sociétal. Mais si ça n'est pas audible, ça montre qu'il y a quand même une grosse difficulté de ce point de vue-là, où vous allez avoir justement, vous rentrez un petit peu dans la mécanique de certaines formes de harcèlement qui peuvent aller justement très très loin en disant voilà, mais elle a accepté d'aller jusque-là. Oui. En fait, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais parfois ça peut être fait directement assez violemment et on peut avoir peur et du coup on peut se braquer et pas forcément dire quelque chose directement, quoi. Alors oui, du coup, c'est la question, je pense, qu'on se pose. Faut-il répondre ou faut-il pas répondre? Quel est le plus dangereux, en fait? Parce que si on répond, ça veut dire que, même si c'est un non pour lui, c'est sans doute engager une conversation, en tout cas lui donner une place, quoi, il n'est plus invisible à nos yeux. Et alors que si aussi on ne répond pas, c'est au risque qu'il revienne à la charge. Et même physiquement. Donc c'est vraiment la question qu'on a dans les témoignages mais quel est le pire, faire ou ne rien faire. Donc du coup, je vais du coup ce qu'on donne généralement comme conseil pour les victimes et pour les témoins. Après bon, les victimes, chacun sa sensibilité, chacun sa force. Il y a des gens qui ne se voient absolument pas répondre, ce n'est pas possible. Ça nous met tout de suite dans une situation de blocage. Et il y a des gens, plusieurs fois on a eu des témoignages où il y a des punchlines qui sont envoyés incroyables, où le gars, mais il reste stoïque, il se dit, et là du coup le harcèlement se finit parce que le gars il n'en revient pas de ce qu'on a pu répondre. Donc ce qu'on dit déjà aux victimes, si elle peut, donc soit parler à l'harceleur, soit à ce moment-là venir chercher les témoins autour. Pour un petit chiffre, il y a à peine 5% des témoins qui du coup réagissent. Donc il y a ce qu'on appelle l'effet de témoin, qui est le fait que quand personne ne réagit, donc personne ne va commencer à réagir. Il suffit d'une personne pour que les autres se sentent de réagir. Parce que forcément ils ont peur eux aussi de se mettre en danger eux-mêmes. Donc c'est très difficile pour le témoin de se dire, parce que lui aussi il a peur d'en prendre une à ce moment-là. Il a peur, et en plus on va dire au gars, vas-y toi, va l'aider. C'est pas parce qu'on est un garçon qu'on a envie non plus de s'immiscer justement dans une confrontation, dans un harcèlement. La plupart des gens nous disaient, mais je pensais qu'ils se connaissaient, ça avait l'air d'être
plutôt informel comme discussion. Forcément, il y a tout de suite le tutoiement qui se met en place. Donc on dit aux victimes, si elles le peuvent, à ce moment-là, oui, dire à l'agresseur, écoutez monsieur, on va dire monsieur parce que c'est principalement des hommes, écoutez monsieur, je n'apprécie pas ce que vous faites, avec une voix posée, claire, assez audible en fait, pour que les témoins puissent entendre, et dire je n'accepte pas ce que vous faites, dire aussi, voilà, retirer la main de ma cuisse, retirer la main de mon épaule, vous venez de me dire ça, ça me met extrêmement mal à l'aise, arrêtez s'il vous plaît et laissez-moi tranquille. Donc ça, il faut déjà avoir une certaine force pour le faire. Et après, ce qu'il faut aussi, c'est voilà, prendre à partie les témoins. Ce qu'on dit souvent, c'est et vous prendre un témoin et utiliser un élément distinctif. Vous, monsieur à la chemise rouge, monsieur vient de me dire ça, s'il vous plaît, ou madame avec le sac violet, s'il vous plaît, venez m'aider parce que cette personne-là me met en difficulté, voilà, m'a insulté ou me plaque contre le fond du métro ou du bus, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, bon, on espère qu'au fur et à mesure de sensibiliser les témoins, ils prendront justement, ils auront la force d'aller aider, ou même entre témoins, se dire monsieur, j'ai du mal à y aller toute seule, est-ce que vous pouvez m'aider à ce moment-là? Il y a 2, 3, là, le harceleur, ce qu'on va faire, c'est justement mettre le harceleur en position de faiblesse, et à ce moment-là, il se retrouvera seul face à nous, et pas la victime seule face à lui. Et ensuite, pour les témoins, de manière générale, si on peut intervenir dans la conversation, mais ça peut être bête, ça peut être soit parler à la victime, oh Julie, qu'est-ce que tu fais là, je te cherchais partout, alors qu'on ne se connaît pas du tout, ou parler à l'agresseur, lui demander l'heure, lui demander c'est où la station pour descendre, c'est comment le changement, pour totalement le détourner de son premier, voilà, de ce qu'il voulait faire et permettre du coup à la victime du coup de s'échapper. Mais il y a aussi, même si on ne se sent pas d'agir, si la victime se sort de cette situation et que l'agresseur s'en va, au moins aller voir la victime, lui dire j'ai vu ce qui s'est passé, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous avez besoin d'aide? Ça peut, au moins, c'est dire que la victime ne va pas rentrer chez elle en se disant mais en fait personne, tout le monde m'a entendu, personne n'a rien fait. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas se mettre en danger pour soi, il faut une certaine force, mais je pense que voilà, il faut, si on peut, montrer à la victime que non, elle n'est pas seule, non, on a vu, on a trouvé ça horrible, on n'avait pas forcément les moyens de l'aider comme on pouvait, mais au moins on a vu sa détresse. Et je voulais juste rebondir sur cette idée de consentement, c'est exactement le mot qu'on utilise pour faire cette différence entre drague et harcèlement, même si je pense que dans toutes les têtes des filles, la différence, elle est obvious, c'est sûr, on le sent dans nous, que non, là il n'y a pas une séduction, on n'est pas toute rouge voilà, non, on sent qu'il y a quelque chose qui est mal, on se remet, on se dit bon voilà, c'est la jupe qui a payé, donc on le sent. Donc le consentement, effectivement, un premier non, il faut que ce soit entendu, et du coup sur ce non, je vous invite à voir un documentaire qui est passé sur France 2 la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui s'appelle Sexe sans consentement, qui a été réalisé par Delphine Divy et une journaliste Blandine Grosjean. Ça dure 1 heure, je pense pas il va peut-être encore être un replay sur France 2 ou bientôt sur YouTube. Mais du coup, donc là, ça parle principalement de relations sexuelles, donc pas forcément de harcèlement de rue. Mais c'était très intéressant parce que les chiffres qu'ils donnent sont assez éloquents sur le non, est-ce qu'un non c'est non. En gros, 22% des hommes pensent que lorsqu'une femme dit non, ça veut dire oui. Mais 17% des femmes pensent que quand une femme dit non, ça veut dire oui. C'est énorme pour les femmes. Donc ça veut dire qu'il y a... Bonsoir. Déjà, premièrement, il y a beaucoup de filles dans l'assemblée et très peu de mecs. Moi, ça m'a vraiment choquée quand je suis arrivée dans la salle. Qui sont moins concernés directement. Oui, alors que pourtant, on est tous concernés sur cette question. 2 choses. D'abord, par rapport à ce que vous dites, la différence entre la drague et le harcèlement. Moi, ce que je trouve le plus dur, c'est qu'on la sent, sauf que je trouve le plus dur quand c'est des situations où on sent que ça commence par de la drague, et parce que pour nous ça va trop loin et qu'on veut s'arrêter, là ça devient du harcèlement. Et ce que vous disiez justement en fait que la première interaction est très importante, le souci c'est dans ce sens-là, c'est quand la première interaction
on est tous les deux d'accord et qu'après ça bascule. Et donc du coup, je pense que, moi je sais que c'est dans ce genre de situation où je sais absolument pas comment réagir, parce que là, j'ai l'impression que je me suis complètement en fait laissée dépasser par les événements. Et ce que vous disiez aussi par rapport au fait que lorsque les mecs sont entre eux et qu'il y a une réflexion sexiste qui sort et qu'il y en a certains qui disent bah non, c'est pas bien de dire ça et tout ça, je pense que le plus dur, c'est dans les groupes de mecs où justement ils sont tous d'accord, ils rigolent tous, voire pire, moi ça m'est arrivé d'aller boire des verres avec des amis garçons et filles, donc il y a 4 filles autour de la table, 10 mecs, et ça leur pose aucun problème de faire des réflexions alors qu'on est là, de mater, de lorgner, de faire des réflexions, et par contre bien sûr, quand nous on se permet d'en faire, parce que ça peut arriver aussi, là par contre, on peut être très vite traité de chaudasse et de tout ce qui va avec. Mais alors ça, c'est un problème qui est un problème beaucoup plus structurant, c'est-à-dire qu'on est face déjà dans le discours que vous venez de tenir, je pense qu'il y a une erreur, je suis désolé de vous dire ça, mais il y a une erreur au départ, vous avez inversé les choses. Vous avez le droit, un type vient vous voir lors d'une soirée, il vient vous voir, vous avez le droit de prendre un verre avec lui, vous avez le droit d'accepter qu'il vous caresse l'épaule, vous avez le droit d'accepter un bisou dans le cou, vous avez le droit d'accepter de l'embrasser, de faire des préliminaires avec lui. Quand c'est non, c'est non. Mais quel que soit le moment, il n'y a pas un moment où c'est trop tard, où on se dit ah non, là attention, on a trop commencé, c'est comme un petit peu, on aurait atteint le point de rupture, le point de break, pour parler à l'américaine, et là l'homme il doit aller jusqu'au bout. Ça, c'est un discours qui est ultra machiste. Ça signifierait qu'un homme est une sorte d'animal. Alors d'ailleurs, on va parler de cette campagne stupide ici, médiatique, qui est complètement calamiteuse. On compare à des animaux, à des espèces protégées, mais moi j'adore les animaux, j'ai un engagement justement pour la cause animale, des espèces protégées, et on compare des animaux. Non, justement, ce sont des êtres humains, il peut s'arrêter à n'importe quel moment, et s'il a un problème de libido, ça se soigne, hein, ça, ce type de problème. Donc je suis désolé de vous dire ça au tout départ de votre intervention, à mon sens, il faut vraiment être très clair là-dessus. Une jeune fille peut choisir d'interagir, peut choisir d'aller très loin avec un jeune homme, si elle change d'avis, bien tant pis. Sans vouloir détailler des éléments de ma vie privée, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver dans des situations où je me disais à la fin, ah quand même c'est ballot quoi, c'est ballot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on se casse les dents à la fin, tu rentres avec une jeune fille, finalement tu rentres tout seul, quoi, voilà. C'est comme ça arrive, mais ça ne me viendrait jamais à l'esprit de me dire tiens, et si je la violais un petit peu? Non, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas me venir à l'esprit. Parce que le mode de raisonnement pénal, c'est l'inverse. On raisonne à partir du délinquant lui-même. Quelle est son intention à lui? Et ça, c'est assez paradoxal. Un harceleur, quelle que soit la forme de harcèlement, ou un agresseur sexuel, ce qu'il veut, ça n'a jamais été de séduire. La différence, elle se situe là. Quand il y a quelqu'un qui vous plaît, vous essayez de séduire la personne. Vous ne la séduisez pas en lui balançant un flot d'injures. Vous la séduisez comment? Je ne sais pas, en vous présentant sous un jour favorable, ou en essayant de faire quelque chose de particulier. Et si la personne ne veut pas interagir, c'est qu'elle n'est pas ouverte. Et comme vous avez envie de la séduire, vous n'avez pas envie d'aller contre sa volonté, puisque par définition, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Dans les statistiques qui vous ont été données, je ne pensais pas qu'elles étaient aussi édifiantes, on voit qu'apparaît un problème culturel marqué, où on est capable de vous véhiculer ça. Mais moi, je vous dis, les médias sont responsables aussi de ce type d'agissement-là. Vous avez eu à un moment donné, moi je suis désolé, chacun de nos lectures, etc., vous ne vous énervez pas. J'ai lu par exemple le dernier livre d'Ovidie, qui, à mon sens, est à lire partout, dont dans les écoles, c'est une ancienne actrice porno. Là où c'est intéressant, c'est que justement, elle dévoile cet aspect-là. Sur les films à caractère pornographique, pendant toute une période, justement, c'était véhiculé ce type d'image. Et aujourd'hui, il y a une sorte d'évolution en la matière qui a lieu, où on ne va plus utiliser ces créneaux-là. La jeune fille qui ne veut pas vraiment, qui est un petit peu vierge, mais pas vraiment, etc. Et qui finalement va accepter, parce qu'on sait que ça peut avoir, sur les esprits qui sont les esprits faibles, une influence par rapport à la parole de la femme. Et ça, c'est un aspect qui est un aspect qui, je pense, absolument symptomatique de la génération actuelle. Et est-ce que vous pensez que... Pardon, oui, je sais, je vous ok, bah, non, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez. Vous parliez d'un problème culturel et je pense aussi que c'est un problème. Je pense aussi qu'il y a un problème générationnel et j'aurais juste aimé avoir votre avis sur la tribune qui a été publiée et signée notamment Catherine Deneuve et d'autres grandes femmes, et j'aurais aimé avoir votre avis à chacun. Justement, on avait une question à propos de ça.
Et nous, notre question c'était, est-ce que vous pensez que, donc, par rapport à la tribune qu'il y a eu dans Le Monde avec Catherine Deneuve, est-ce que vous pensez que la liberté d'importuner dont elle parle, c'est une liberté qui existe ou est-ce qu'elle devrait exister plutôt? Je parle en tant que juriste, je parle en tant qu'homme, Oui, ça existe, bien sûr, ça existe. Cette liberté d'importuner, elle existe partout. À tout instant, c'est quelque chose qui a trait à la liberté individuelle, mais une nouvelle fois, tout dépend des mobiles avec lesquels on agit. Comment vous dire, moi je suis marié, mon épouse, je l'ai rencontrée sur les bancs de la fac, elle était étudiante, et c'était une de mes étudiantes en prépa privée, moi j'étais son enseignant, on s'est vu à la fin des cours, on était très contents, je me suis marié avec, voilà. La distinction entre ça et un harcèlement sexuel, moi je la vois de façon absolument limpide. Maintenant, pour certains, pour d'autres, qui sont aptes au jugement, ils vont dire que ce n'est pas tout à fait le cas. Et je suis allé l'importuner, comme on dit, je suis allé la voir pour lui faire part de moi, simplement, le fait que voilà, elle me plaisait et que j'avais envie de discuter avec elle, parce qu'elle m'avait écouté pendant des heures, parce que j'étais son prof. Maintenant, moi j'avais juste envie d'une chose, c'est de l'écouter. Vous voyez, là on est plus dans la séduction, on est en disant ça. Et si elle m'avait dit, bah non, dégage, j'aurais dégagé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aurais eu un peu honte, mais j'aurais dégagé. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire cette liberté d'importuner. Il faut comprendre dans quel contexte on est, c'est-à-dire, bien évidemment, il y a des situations qui sont des situations redoutables, parce qu'on a affaire, le délinquant, je pense que cette campagne publicitaire, justement, elle tourne autour de ça. Le délinquant sexuel, c'est un prédateur. C'est un prédateur, c'est-à-dire il va avoir tout un comportement, il va avoir ce comportement de prédateur, notamment de s'attaquer à une victime quand, par exemple, elle est isolée. C'est quelque chose de tout à fait terrible, parce que là, on voit l'intention, véritablement, de l'individu qui a un mobile pervers, à la volonté de faire souffrir quelqu'un, d'aller contre sa volonté et de briser un certain nombre d'éléments. C'est pour ça que je vous dis, c'est absolument essentiel. Et quand on voit les groupes de copains, ce genre d'agissement-là, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a parfois des propos qui sont des propos déplacés qui peuvent être tenus, mais ils doivent pouvoir être tenus tout autant par des hommes que par des femmes. C'est bizarre, vous avez employé un terme qui est chaudasse. J'ai rarement vu quelqu'un se faire traiter de chaudard. Et au contraire, quand on dit quelqu'un qui est chaud, c'est pas toujours présenté sous une forme péjorative. Un problème de terme. Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Moi, je pense que c'est hyper important, la liberté d'importuner, parce qu'on est des hommes, des femmes, des humains. Justement, on n'est pas des robots. Que si on se parle plus et qu'on ne peut pas être en contact les uns avec les autres, la vie serait quand même beaucoup plus triste. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que je pense que c'est plus un problème d'éducation. Qu'effectivement, les typologies seraient plus importantes d'être étudiées, de rajouter des cours d'éducation civique ou voilà, citoyenne à l'école, dès le primaire, pour expliquer aux enfants, parce que c'est au moment où ils vont commencer à prendre le métro tout seuls en 6e, que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent aussi, voilà, de repérer les personnes qui pourraient être à risque, comme l'agresseur ou le détraqué sexuel, ce genre de choses. En tout cas, moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait quand je reprends l'épisode avec mes enfants. Moi, j'ai un fils de 10 ans et une fille de 7 ans. La personne en question s'est immiscée dans une querelle qu'ils avaient entre eux, en prenant la défense de ma fille et en accusant et en injuriant mon fils d'avoir importuné sa sœur. Donc il s'est immiscé dans un conflit frère-sœur, qu'elle n'aimait pas, et il était donc très alcoolisé. Mon fils lui a répondu, et donc ça a encore plus attisé la personne en question. Retour à la maison, j'ai fait un petit briefing clair et précis sur ce genre de personnes. Tu ne leur réponds pas, ils sont capables, ils peuvent aller jusqu'à la mort, ils peuvent tuer, ils ne sont pas maîtres de leurs gestes et de leurs actes. Donc voilà, on identifie le profil, un peu comme à la police avec des typologies, des profils. Moi je pense qu'il y a vraiment une question d'éducation à mettre en avant, beaucoup plus tôt qu'on le fait aujourd'hui, à rentrer dans le système de l'éducation, de façon à identifier, voilà, parce qu'effectivement, voilà, comme on l'a dit, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y a évidemment du coup harcèlement, agression, et que je pense qu'il y a déjà un énorme travail à faire de ce côté-là.
pour vraiment faire la part des choses et même à nous en tant qu'adultes d'arriver à faire un repérage. Alors je ne sais pas, ça a peut-être d'ailleurs été fait par votre association ou par d'autres, mais il y a peut-être un repérage à faire avec des typologies. Telle personne va se comporter comme ça, comme ça, comme ça. Attention, voilà, voici les risques, voici les signes avant-coureurs. Telle personne, on ne lui répond pas du tout. Par exemple, les donner peut-être il y a un petit livret à faire, je sais pas, avec des solutions à proposer en fonction de chaque typologie. Voilà. Bah déjà, il y a un numéro qui a été lancé le 31-17 pour pouvoir justement prévenir et alarmer le harcèlement dans les transports, justement avec la campagne dont vous avez parlé, avec les animaux qui diffusaient dans le métro. Donc, il y a ça qui Je pense que la catégorisation et le descriptif des personnes qui pourraient être à risque est vraiment très importante. Voilà. Alors sur ce point et puis sur d'autres points qui ont été abordés tout à l'heure, nous à Stop Harcèlement de rue, en tout cas, on a une position qui est assez importante là-dessus. On veut vraiment dire que bien sûr, il y a plein de façons de se faire harceler et on peut réfléchir à quelles peuvent être les réactions par rapport à telle ou telle situation. Par contre, on insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de type de harceleur, il n'y a pas de catégorie de harceleur. Nous, on a des témoignages qui montrent que ça arrive absolument partout, dans tous les contextes, de la part de tous les types de publics. Et je dis toujours, quand je suis face à des étudiants dans les lycées auxquels on fait des interventions, je dis toujours, je vais le faire 2-3 fois moi, mais en tout cas, je leur montre des extraits, on leur montre des extraits d'interventions de parlementaires à l'Assemblée nationale. Et on dit voilà, là, ce que vous entendez, est-ce que vous considérez que c'est normal? Est-ce que c'est pas quelque chose de sexiste? Est-ce que c'est pas quelque chose d'anormal? Et donc, on voit que même dans les couches les plus éduquées, les plus a priori sensibles aux questions de citoyenneté, de vivre ensemble, on entend des choses totalement inacceptables en termes de harcèlement sexiste. Donc nous, à Stop Harcèlement de rue, on considère que notre lutte sur le harcèlement de rue, elle n'est qu'une lutte sur un phénomène particulier, parce qu'on pense que c'est intéressant d'entrer sur quelque chose de pratique pour aborder le sujet, mais on est convaincu que cette question du harcèlement sexiste dans l'espace public, ça n'est qu'une des formes de l'inégalité entre hommes et femmes, et qu'une des formes, moi aussi je vais employer des gros mots, de la domination patriarcale, dont on est tous, à laquelle on est tous soumis, hommes comme femmes. Hein, c'est pas... Et donc c'est vraiment important qu'on travaille à changer les consciences. C'est pour ça qu'on avance, nous, plutôt sur les actions de sensibilisation et d'éducation, effectivement, parce qu'on veut vraiment faire changer les consciences là-dessus. On parlait tout à l'heure de respecter le non dans la rue. Et c'est vrai que c'est essentiel de respecter le non, qu'il soit explicite ou non-verbal. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est aller encore plus loin, c'est qu'en fait, on soit tous dans une égalité de dialogue, et qu'on ne soit pas dans s'importuner, mais dans dialoguer ensemble, et qu'on soit en capacité, les uns et les autres, de réaffirmer les consentements à toutes les étapes, et d'être dans un dialogue permanent, et pas dans des étapes qui nous sont imposées par plein de trucs. Et on se disait juste en venant avec Julie, rappelons-nous aussi tous les films très sympathiques, très bienveillants, primés aux Oscars, qu'on part tout super, où l'homme et la femme se rencontrent, se regardent dans le blanc des yeux, puis tout d'un coup il se passe un truc de magique, et puis ça s'emballe. Sauf que ce truc magique, c'est complètement du ressenti, et nous on pense qu'il faut assumer un jour de dire on se parle en fait, et on n'est pas obligé de le faire en mode magique. Voilà. Il y avait des questions? Oui. À quel moment, par exemple, quand quelqu'un nous suit dans le métro, on peut dire que la personne s'immisce dans notre vie et comment lui faire comprendre, comment réagir face à ça, puisque finalement la personne n'est pas directement en train d'agresser, mais finalement plutôt en train de s'intégrer dans la vie. Alors le pénal, il vous ouvre la voie justement, il va tracer une frontière qui est extrêmement claire de ce point de vue-là. Vous avez un individu qui va vous suivre. D'abord, la première chose, c'est qu'avant même l'agression sexuelle, qui est une infraction de résultat, vous avez des infractions qui peuvent survenir avant. Et vous avez un individu qui vous suit, ça exerce une pression qui est une pression morale sur vous. Cette pression morale est susceptible d'avoir des effets sur votre personne. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un cadre, on peut être dans un cadre de violences à caractère psychologique qui sont effectuées de par simplement le fait que la personne vous suive. Encore faut-il qu'elle vous suive de certaine façon, que vous éprouviez ce choc émotif, c'est-à-dire que véritablement vous ne vous sentiez pas en sécurité. Il n'y a pas à attendre la première atteinte physique pour que le pénal intervienne.
Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, par rapport à ce qui a été dit, hélas, on ne peut pas dresser des profils de prédateurs sexuels. Il y a quelques années, la doctrine s'était intéressée à ça, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on peut même stigmatiser et trouver exactement. Mais ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des causes endogènes et des causes exogènes à l'infraction. Vous avez des individus qui sont des gros dégueulasses d'origine, on va dire simplement, et puis il y en a d'autres, la situation a fait en sorte de les transformer de ce point de vue-là. Mais très tôt, le pénal, il faut qu'il intervienne. On a des infractions qui existent, qui ne portent pas le nom de harcèlement de rue. On ne peut pas injurier quelqu'un sur un lieu public, ni même dans un lieu privé. On ne peut pas diffamer une personne. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous parler. On ne peut pas, tout ça sont des aspects, on ne peut pas toucher quelqu'un contre son consentement. Et lorsque cela revient à caractère sexuel, c'est une agression à caractère sexuel qui sera même aggravée par certaines circonstances, le fait qu'il y ait plusieurs personnes, le fait également que ça se passe dans les transports en commun, vous avez comme ça un certain nombre de circonstances qui vont aggraver la répression. Et cette répression, elle existe véritablement. Maintenant, il faut la faire appliquer. Moi, j'aurais une petite question, s'il vous plaît, par rapport... j'arrive pas à voir votre nom, je suis désolé, mais le plus à droite, tout à ma droite, madame, par rapport à ce que... Oui, j'arrive pas à voir votre nom, je suis désolé. Madame Bourgoin. Madame Bourgoin, alors. C'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez parlé de dresser un portrait type, de tel type de personne qui agirait d'une telle manière. Je voudrais savoir quel type, et en tout cas, est-ce que ce genre de... Parce que sur la réflexion et sur le fond, je suis plutôt d'accord, mais est-ce que ça ne va pas pousser à créer une sorte d'amalgame, ou en tout cas un cas de généralité, de dresser des portraits robots types? Comment savoir qui est un agresseur ou un harceleur de rue? Ouais, c'est très intéressant comme question. Alors moi, je ne sais pas du tout mon métier et je n'ai pas la réponse à la question. Moi, je pense que c'est plus des pistes avec des signaux. Voilà, c'est peut-être pas finalement des portraits robotypes très très bien déterminés. Il n'y a pas une sorte de harceleur ou d'agresseur, ça je suis bien d'accord. Je pense que c'est plutôt des signaux sur des points d'alerte, alors qu'ils pourraient être adaptés d'ailleurs au public visé. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner les mêmes descriptions à un enfant d'un primaire ou d'un secondaire ou d'un adulte ou à une femme qui a été agressée avant. Enfin, voilà, je pense qu'il faut aussi adapter ces signaux-là au public à qui on les destine. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que je pense qu'il y a quand même des signaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous tutoie dans la rue, c'est pas normal. Le vouvoiement est normalement utilisé entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Donc déjà, à partir du moment où on passe au tutoiement, pour moi, c'est une forme, c'est un signal de transgression, de règles, ou en tout cas, de vouloir sauter des étapes dans la connaissance de l'autre. Donc ça, par exemple, ça pourrait être un des signaux. Ça pourrait être la personne qui a bu ou qui a une bouteille d'alcool à la main, par exemple. Ça pourrait être, je sais pas, voilà, des choses où des regards ou des personnes qui ont des regards ou qui effectivement entament la conversation avec des propos sur la tenue vestimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un ensemble de signaux qui pourraient être mis au jour, ils pourraient être répertoriés et qui pourraient donner l'alerte. Voilà. C'est plutôt ce genre de choses qu'effectivement un portrait robot, non. Il n'y a pas effectivement un type, une typologie. Après, c'est sûr que ça ne va pas résoudre tous les problèmes et que ça ne va pas couvrir l'ensemble des harcèlements. Moi là, je parle vraiment du harcèlement de rue, contrairement du coup à mes confrères de Stop Harcèlement qui avaient là un discours plus large, qui est évidemment très important aussi. Mais là, moi, je parlais vraiment spécifiquement du harcèlement de rue de base, que ce soit envers des enfants ou des adolescents ou des femmes ou des hommes, mais vraiment, voilà, les premières approches basiques, j'ai envie de dire. Voilà. Et je pense qu'il y a quand même la possibilité de, sans faire de portrait robotique, d'avoir une liste de signaux et de faire de la prévention à ce niveau-là. Voilà. Ça répond à votre question? Il y a une question là-bas, avec le micro. Bonjour, je m'appelle Julia. L'année dernière, j'ai travaillé dans un collège où je me suis fait harceler pendant 6 mois par 3 de mes collègues. Et les élèves ont été au courant de cette situation, je ne sais pas vraiment comment. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que c'était mes collègues femmes ou les jeunes filles qui sont venues m'en parler, qui m'ont le plus, qui ont été le plus virulentes par rapport à cette situation. Je me suis fait insulter, etc. Enfin, bref, passons les détails. Et ce qui m'a
ce qui m'a vraiment choquée, c'est que je trouve que dans un âge comme celui où les élèves du collège peuvent le connaître, qu'il y ait aussi peu de sensibilisation à ce phénomène et que justement il y ait autant de mépris par rapport aux victimes, ça m'a fait poser la question de comment est-ce qu'on peut vraiment combattre cette misogynie ambiante, parce qu'au final, pour moi c'est ça, dans des lieux publics, dans des écoles, où justement je pense que c'est là où il devrait y avoir la plus grande sensibilisation. Il y avait eu des conférences, mais le fait est que ça restait quand même très léger et qu'il y avait quand même de paroles assez lourdes qui avaient circulé. Je vais peut-être laisser répondre, mais juste moi j'aurais quand même un élément de réponse, c'est tout d'abord de effectivement dresser peut-être des phrases comme vous l'avez fait, des phrases types à répondre, faire de l'information par rapport à ça avec peut-être un livret qui serait distribué aux élèves et ce genre de choses, un contact dans chaque école vers lequel se tourner, voilà ce genre de choses. Mais si je peux me permettre, excusez-moi. Ouais. Le problème, c'était pas que les élèves ne savaient pas quoi répondre, mais juste qu'ils ne voyaient pas ça comme quelque chose de grave. Ah oui, d'accord. C'est que vraiment, quand ils ont été mis au courant de ce qui s'était passé, c'était tu l'as bien mérité, de toute façon, voilà, t'es une pute, enfin, des choses quand même assez. C'est encore plus en amont, quoi. Oui, c'est ça, c'est que de base, ils ne voyaient pas ça comme un problème. Et c'était plutôt un problème de la femme qui n'avait pas su répondre. Ou du moins faire comprendre de base qu'elle n'avait pas envie de ce genre de choses, et pas un problème de l'homme, en l'occurrence des 3 hommes, qui n'avaient pas à se tenir comme ça, quoi. Alors moi aussi par rapport à ça, je pense que il y a aussi un énorme problème, peut-être surtout en France, moi j'ai vécu en Australie et je trouve que c'est complètement différent par rapport à ça, de confiance en soi qu'on essaye de donner aux enfants dès le plus jeune âge. Je pense qu'il y a déjà une différenciation qui se fait par rapport à ça, et que ce qui serait vraiment bien, ça serait de pousser les enseignants à, par exemple, à ce que les enfants, même dès la maternelle, puissent prendre la parole en public devant les autres enfants de leur classe, garçons ou filles, et puissent s'affirmer en tant que tels, de façon à savoir répondre et à savoir qu'ils peuvent s'affirmer après en tant qu'autorité, femme ou homme, par rapport à leurs semblables. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas ou très peu, et qui du coup, petit à petit, installe aussi une espèce de différence des genres, alors qui ne date pas d'aujourd'hui non plus, parce que comme on le sait, les femmes appartenaient à la sphère privée jusqu'à très peu de temps, et ils ne sont apparus sur la sphère publique que là, au cours du XXe siècle. Et du coup, les hommes ont eu pendant très très longtemps le monopole de la sphère publique. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose qui vient de là, qui est transgénérationnel, si on peut dire, et qui a été transmis par les codes, l'éducation, et que c'est par rapport à ça qu'il faudrait reprendre l'éducation des filles, en tout cas, et leur donner cette confiance en elles qui leur permettrait aussi de trouver la force de comprendre quelles sont leurs limites et de savoir à quel moment elles se sentent, elles pourraient être agressées. Enfin, voilà, c'est ma réponse. Je suis désolée, je vais vous couper dans les questions, sinon le débat ne va jamais avancer. Gardez vos questions à la fin et on posera vos questions ensuite. Donc l'un plus en En même temps, on a vu sur les réseaux sociaux différentes d'accusations, et notamment sous le hashtag Balance ton port, et aussi sur par rapport aux nombreuses actrices de cinéma partout dans le monde qui ont énoncé leurs agressions. Il y a eu beaucoup il y a beaucoup d'accusations, tout ça. Ah oui, voilà, il y a eu une grosse polémique par rapport à ça. Et du coup, grâce à l'aide de ICPTV, donc notre association de l'université, on a fait un micro-trottoir pour poser des questions justement aux étudiants pour connaître leur avis sur la polémique. Donc on va vous laisser regarder la vidéo pour qu'ensuite on interagisse avec vous et le public présent. Je trouve que ça a été une bonne chose que tout ça a été découvert et que ça a permis à une partie de la société de comprendre ce qui peut réellement se passer, de voir des interviews de femmes qui ont déjà subi des agressions pareilles, d'en parler, que ce soit des actrices ou pas, qu'il faut se rendre compte que ça arrive à toutes les femmes, parfois quotidiennement et dans tous les milieux, pas que dans les milieux d'actrices, tout ça. Et donc moi j'ai trouvé que
c'était un gros mal, mais pour un bien au final qui a permis un déclic, je pense, de toutes ces agressions que subissent les femmes quotidiennement, je dirais, et dont certains ne sont pas au courant et qui est très très important. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Harvey Weinstein? Est-ce que vous pensez que ça peut faire changer les mentalités? Plus précisément sur ce qu'il y a sur Twitter, et je pense que c'est bon pour la libération de la parole de la femme, parce que c'est souvent une parole qui est un peu stigmatisée et très difficile à faire accoucher, accoucher c'est pas le bon terme, mais à faire apparaître, pardon. Alors moi je trouve que c'est un peu dangereux pour la présomption d'innocence, parce qu'on peut vite arriver sur un lynchage médiatique et pas forcément très étayé avec des preuves. Donc voilà, je trouve ça un peu dangereux. Si c'est pas fondé, ça peut peut-être accourir sur ruiner des réputations et des vies de gens qui n'ont pas forcément fait les choses. Mais après l'affaire Weinstein, effectivement, c'est impressionnant que ce soit resté aussi longtemps dans un silence coopté à cause du pouvoir et des rôles dans le cinéma. Et c'est effectivement très bien que ça ressorte, même si évidemment on le sait, ça fait vraiment des années que les hommes politiques, les femmes politiques utilisent leur pouvoir à de mauvaises choses. Maintenant, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on n'est jamais sûr de la véracité des choses qui sont dites, que ça peut aller très loin et on n'a pas de moyen de vérifier ce qui s'est vraiment passé. Maintenant, c'est aussi un moyen de montrer que ce ne sont pas justement des actrices ou des personnes célèbres qui en parlent, mais des femmes qui exercent n'importe quelle profession, n'importe quel âge. Et voilà, pareil, je dirais que je suis mitigée parce que on peut pas en contrôler la véracité. Maintenant, c'est aussi un gros déclic. Est-ce que vous arrivez à vous mettre dans la peau de ces femmes qui sont agressées quotidiennement? Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'elles n'ont pas forcément le choix de passer par Twitter et que c'est pas forcément un plaisir? Tout à fait, je pense qu'on ne peut pas se mettre dans leur peau parce qu'on ne vit pas ce harcèlement nous-mêmes, mais je comprends que Twitter soit un moyen d'exprimer cela, mais je pense que l'étape suivante, ça serait de faciliter les rendez-vous en gendarmerie par exemple, ou au commissariat, ou même dans des endroits spécialisés pour en parler. Et pouvoir faire ça autrement que sur un réseau social comme Twitter, c'est mon avis. Je pense que là, c'est les femmes pour l'instant, et c'est bien que ce soit sorti et ça va aller, à mon avis, crescendo. Et il y a beaucoup d'autres sujets de ce type dont il faudrait qu'on parle et dont les gens ne se rendent pas compte. Et à mon avis, ça va arriver prochainement. Donc la question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que vous pensez que justement le hashtag balance ton port, etc., c'est un premier pas dans la dénonciation justement des violences faites aux femmes, etc. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ou est-ce que c'est juste une polémique qui a duré qu'un temps et qu'au final ça va s'essouffler comme toutes les autres et ça ne fera rien? Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, voilà, il y a quand même des victimes de harcèlement sexuel qui enfin ont un lieu pour pouvoir s'exprimer, ce qui interroge beaucoup sur une justice qui est incapable de prendre en compte ces paroles-là, puisqu'elles relatent aussi des expériences où elles n'ont pas pu, malgré que la loi prévoit les choses autrement, elles n'ont pas pu déposer plainte, ou encore qu'elles n'ont pas pu faire prospérer les poursuites, parce qu'il y a un gros problème de preuve qui se pose, on y reviendra sur l'aspect de preuve, mais aujourd'hui, ça tourne à un lynchage, qui est un lynchage absolument terrible, qui confine en fait à un certain nombre de pratiques. D'abord, le premier aspect, c'est que ça touche certains milieux, pas tous. Il y a des milieux qui sont préservés. Nous sommes aujourd'hui dans un milieu qui est préservé, le milieu universitaire par exemple est un milieu qui est préservé de ce genre de pratiques. Soit ça n'existe absolument pas, soit ici simplement le silence est encore gardé, c'est-à-dire qu'il y a une omerta qui existe de ce point de vue-là qui est absolument terrible. Et par rapport à ceux qui sont dénoncés, il y a des expérimentations qui peuvent être faites assez facilement. Ces expérimentations, elles ont simplement trait à ce puissance que peut avoir parfois tel ou tel réseau social. Cette puissance-là est absolument incroyable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la chance ou non d'être très médiatique. Si vous êtes très médiatique, à un moment donné, vous pouvez être considéré comme étant la personne à abattre ou comme étant un ange blanc. Alors, je vous en parle, c'est très bien, hein, j'ai des followers sur Twitter, je suis très satisfait de ma situation, c'est quelque chose d'incroyable. Ce qui signifie que quand je dis, tiens, le PSG, quand même, c'est vachement bien, j'ai plein de likes, tout le monde est très content. Mais vous voyez jusqu'où ça peut confiner. C'est-à-dire que concrètement, il y a un aspect de lynchage sur ces réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, qui peut avoir lieu à un moment donné. Je vous dis un aspect qui est un aspect délicat. D'abord, première chose, par rapport aux personnes qui s'expriment sur ces réseaux, parfois, les faits qu'elles dénoncent, et il y a eu des articles qui ont été des articles très poussés là-dessus,
Les faits qu'il dénonce sont des faits qui sont à la fois du harcèlement, parfois c'est le cas, des faits, alors c'était par une avocate, je crois que c'était détaillé à peu près 25 à 30% des cas. Dans d'autres cas, c'est des phénomènes d'agression sexuelle, donc on est au-delà de ça. Et parfois, ce n'est rien que de refléter les paroles de quelqu'un qui est misogyne, lourd, stupide, abruti. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Et on a parfois des noms comme ça qui sont mis sur la place publique, et il y a un effet vindicatif. Je suis une ex de telle personne, j'avais justement envie de me venger contre ce gros dégueulasse, et bien je vais y aller, et je vais y aller par la suite. Et c'est ce phénomène-là qui peut être assez dangereux, parce que vont s'exprimer comme ça de revendications, et il y a une condamnation qui est une condamnation médiatique qui a lieu contre certaines personnes qui n'ont jamais pu se défendre. Si ce sont des harceleurs, ils doivent être condamnés par un tribunal, pas par un réseau social, ou par la suite par le biais des phénomènes des commentaires. Eh bien, sur des propos qui sont des propos grossiers, ça va devenir un harceleur sexuel, puis un agresseur sexuel, et puis on va en venir, etc. Il faut savoir que suite à un certain nombre d'enquêtes qui ont eu lieu, notamment par un certain nombre de journaux, il faut savoir qu'il y a des gens, victimes, comme des personnes qui sont désignées nommément, qui ont fait des tentatives de suicide. Pourquoi ? Parce qu'au moment où elles veulent s'exprimer, par le même biais, leur parole n'est pas prise en compte, que ce soit les victimes ou les harceleurs. Je vous ai dit, la justice, c'est elle la principale responsable finalement de ce type d'agissement, puisque des victimes sont contraintes d'aller s'exprimer sur des réseaux sociaux sans prendre aucune mesure ici de l'impact que cela peut avoir. Et c'est quelque chose qui est très délicat et qui parle beaucoup dans le cadre de la société. Et si la justice ne réagit pas de façon claire et précise de ce point de vue-là, on va aboutir à quoi? Justement, à un tribunal médiatique. C'est-à-dire qu'on met des personnes au pilori publiquement. Et l'idée, c'est de les exécuter médiatiquement. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, et je rajouterais aussi que qui on est devenu pour dénoncer notre prochain. Moi, je suis fondamentalement contre la délation. Donc, je pense que voilà, je suis contre la délation et je suis contre les extrémistes. Donc, je pense que ce genre de pratique a été récupéré par des personnes qui sont allées trop loin et qui ont souhaité le récupérer pour leur ego et qui, du coup, font presque du mal au féminisme qui était à la base quelque chose pour faire connaître la femme dans la sphère publique et qui aujourd'hui n'a plus du tout le même sens et qui aujourd'hui est juste une quête d'égalité et de droit. Donc je pense que là il y a des formations, il y a danger et je pense que oui, il y a des choses à faire ressortir, mais ça ne sera pas par ces moyens-là. Oui, il faut défendre les femmes qui se font harceler, mais effectivement au cas par cas, avec quelque chose d'étayé. Mais pour moi, il y a eu beaucoup de désinformation aussi par rapport à ça. Excusez-moi, j'ai une question. Vous avez dit qu'il y avait un problème de délation, enfin que vous étiez contre la délation, et vous avez aussi dit que si on venait à aller sur Twitter, il y avait un problème, mais enfin, le problème il vient peut-être déjà de la loi. Enfin, si les gens se dénoncent sur Twitter, c'est peut-être déjà parce qu'il y a un problème quand on va aller porter plainte, on va pas être pris au sérieux, on va pas avoir de témoins, ça va pas être si grave que ça, et au final les personnes ne vont pas être condamnées. Mais c'est ça qui est pas normal, c'est pas un problème de loi, c'est un problème de pratique. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte la parole d'une personne qui est victime. Autant on doit présumer l'innocence d'une personne, autant quelqu'un qui se dit être victime, il n'y a aucune raison de ne pas croire non plus en sa parole. La plainte, elle doit normalement, dans la loi, c'est indiqué c'est quoi, la plainte, elle doit être enregistrée, elle doit être prise en compte, et doit s'en suivre ici une enquête ou une décision qui va être prise par rapport à cette plainte. La difficulté, c'est quoi? C'est que ce sont des faits qui sont quasiment impossibles à prouver. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Alors comment on peut y parvenir? Eh bien, il faut réfléchir justement. Quand on parle de formation, ça peut se former. C'est-à-dire concrètement, la semaine dernière, pour la clinique juridique de Paris, j'ai fait un workshop sur cette question-là. Comment est-ce qu'on peut prouver un harcèlement sexuel? Il faut réunir tout un faisceau de preuves. Ces faisceaux de preuves à réunir, c'est assez simple. En pénal, il n'y a pas de loyauté de la preuve. Toute victime peut se ménager une preuve. Vous êtes confronté à un harceleur sexuel, il est déjà passé à l'acte, il vient, il vous a fait des avances, vous pouvez, le droit le permet, enregistrer ses propos, conserver les textos qu'il est susceptible de vous envoyer, parce que justement, c'est ça ce qui est très insidieux dans le harcèlement, c'est que le plus souvent, soit c'est un agissement grave que l'on sent venir, soit ce sont des petits agissements répétés. Petits agissements répétés, où il va y avoir une transgression, un cheveu effleuré, un compliment mal placé, ou au contraire très bien placé, selon le cas,
et puis des attitudes qui vont être ambiguës. Enregistrer, emmagasiner, et puis surtout, dire non. C'est-à-dire que même, après coup, dire non. C'est-à-dire vous êtes dans un rapport qui est un rapport normé, vous êtes, je ne sais pas moi, dans un rapport qui est un rapport professionnel avec une personne, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a un propos qui a été tenu à la machine à café qui vous a déplu. Personne vous a complimenté sur votre tenue, en disant tiens, ça te va bien une jupe. Déplacez le propos. Je fais un mail en disant je suis désolé, le propos tout à l'heure, je ne l'ai pas bien pris, parce que vraiment c'est un propos qui est déplacé, je vous demanderai de ne plus faire aucune remarque sur mes tenues vestimentaires, sauf si c'est dans le règlement intérieur pour des raisons de sécurité, par exemple. En faisant ça, ça vous permet de vous ménager. C'est-à-dire que ça vous permet de vous ménager, mais c'est une autre culture à laquelle on doit parvenir. Pourquoi? Les harceleurs sexuels de rue, etc., leur mode de défense, c'est quoi? Non mais mes propos ont été déplacés, vous n'avez pas bien compris. C'était de l'humour, ou encore c'était une tentative de séduction. Attention, là encore, on peut raisonner à partir de la personne. Séduire quelqu'un et le harceler sont deux phénomènes qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Quand vous dites à une personne, vous la forcez à quelque chose, c'est pas pour la séduire, c'est pour briser sa volonté. Il n'y a pas du tout le même type d'action. C'est de la violence. Et c'est là où c'est particulièrement délicat. Là, j'étais très gêné tout à l'heure quand tu as intervenu, parce que je connais Émilie depuis combien? Ça fait 1 heure, début de la conférence, je la tutoie déjà. Tout à l'heure, elle a dit un harceleur sexuel, oulala, attention, le harcèlement de rue, c'est par rapport au tutoiement. Mais c'est justement là où on risque d'en venir à un moment donné par rapport à ce type de comportement, c'est-à-dire le manque de spontanéité. Et ce manque de spontanéité va confiner à des agissements qui vont être des agissements, on va essayer de voir les signes. Pourquoi se pose un grand problème de preuve et de prise en compte de la parole des victimes. Parce que dans notre société, eh bien, on ne s'arrête pas à un non. On va aller au-delà pour être sûr que c'est vraiment non. Et c'est délicat parce que c'est même pour certains, quand on l'évoque, quand on traite ces questions-là, parce que la formation, l'éducation, c'est partout. Moi, l'éducation aussi, elle commence à mes étudiants de 2e année. Vous avez des réponses qui sont extrêmement surprenantes, même en 4e année, même en 5e année de droit, des réponses qui sont absolument surprenantes, sans aller sur des aspects statistiques. Quand vous discutez avec eux sur le point de savoir comment les choses se déroulent, comment ils le vivent, un certain nombre d'entre eux vont vous parler d'un certain nombre de phénomènes où une jeune fille, finalement, elle va finir par dire oui. Et c'est normal d'avoir insisté, parce qu'elle va dire non au début, alors qu'elle veut véritablement, parce qu'elle a peur d'être jugée par autrui. Il y a le regard de l'autre. Et le regard de l'autre, c'est aussi une difficulté qui a trait à ce type de circonstances. Alors je ne veux pas aller jusqu'à ce que vous décriviez, c'est-à-dire, voilà, dans les films, c'est vachement beau, c'est ultra bon. Moi j'aime bien ces histoires-là de baiser comme ça, t'arrêtes de baiser, embrasser, hein, vous ne savez pas. Si de baiser ultra romantique, tu regardes dans les yeux, tu sens que c'est le moment, et voilà. Mais qui dit baiser dit aussi que tu peux bâcher, parce que combien ici, alors ils ne vont pas le dire, parce que c'est pas le cas, moi bien évidemment, c'est filmé, hein. Ça m'est jamais arrivé, mais arrivé, tu te rapproches de quelqu'un, tu te dis voilà, je vais y arriver, et en fait non, et encore une fois, non, c'est non, donc on se sent tout penaud, on invente une excuse, oui, j'avais très envie d'embrasser ta boucle d'oreille, voilà. Peut-être que le non, il vient d'ailleurs de problèmes des parents aujourd'hui, à ne pas arriver à dire non à leurs enfants. Bon, voilà, moi c'est aussi mon positionnement en tant que parent, parce que je pense que ça a évolué. Mais en tout cas, je le constate énormément pour réfléchir sur ce sujet aussi. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose de là. Après, je ne connais pas les chiffres et l'évolution par rapport à ça. Et s'il y avait plus ou moins d'agresseurs ou de harceleurs au début du siècle, et si, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même aussi par rapport à ça quelque chose à creuser. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Je voulais du coup rebondir sur Balance ton port, Weinstein. Du coup, on s'est mis d'accord pour dire qu'on n'était pas d'accord avec vous. Bon, déjà, en tant qu'association, on va dire pas féministe, c'est un peu traumatisant pour nous de voir que le débat va se réduire à est-ce que c'est bien Balance ton port, est-ce que c'est une belle terminologie, ou, et puis ensuite de parler du lynchage, enfin voilà, ça fait beaucoup de mal en fait au combat, ça fait beaucoup de mal je pense aux victimes qui ont le courage, on est en 2018, oui, on utilise Twitter comme, voilà, maintenant c'est ça, on étale sa vie partout, et je pense que c'est un canal de communication, oui, il y a 50 ans, les femmes ne pouvaient pas mettre sur Twitter qu'elles étaient agressées, donc la parole devait sans doute avoir plus de mal à sortir, mais c'est peut-être, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais d'instinct comme ça, je me dirais, c'est quoi la proportion dans les témoignages de femmes qui ont nommément
cibler leur harceleur ou leur agresseur. C'est quoi? Enfin, pour moi, c'est sans doute une goutte d'eau. Ou encore, ce que j'utilise comme notion, c'est la marge d'erreur. Comme la marge d'erreur, par exemple, pour les plaintes abusives. Il y a des plaintes qui sont abusives, il y a des plaintes qui ne le sont pas, mais il y a une marge d'erreur. Et là, il y a sans doute eu une marge d'erreur de femmes qui ont nommément, qui ont nommé leur harceleur. Et alors peut-être que c'était pour se venger, peut-être qu'en fait elles n'ont rien subi. C'est de la diffamation publique, mais c'est pas ça qui doit balayer toutes les autres femmes qui, elles, ont juste relaté un moment, un fait, des mots qu'elles ont entendus, parce que y a par exemple le blog, le Tumblr Paytashnek, qui depuis 4 ans reçoit des dizaines de milliers de témoignages de femmes anonymes qui du coup ne donnent pas le nom de leur harceleur, qui donnent même pas parfois leur nom, juste ce qu'elles ont entendu, ce qu'elles ont subi et le lieu, et parfois même, du coup c'est comme ça qu'on sait, une description de la personne. Donc c'était un père de famille avec la poussette, c'était un monsieur dans le RER, c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas de harceleur type. Donc je trouve ça plutôt dangereux, encore une fois, de réduire le débat à en fait ce qui va mal. Comment dire, je cherche mes mots pour le coup, aux dérives. Voilà, il y aura toujours des dérives, il y en a toujours. Il y a des gens qui utilisent le système pour eux, voilà, c'est pas pour faire avancer la société, donc on va pas réduire, encore une fois. On a l'impression que systématiquement, dans le combat des femmes, du coup, des gens vont attaquer comme ça de toutes parts et réduire encore une fois la voix. Et par exemple, pour Catherine Deneuve, un petit peu déçue, quoi, mais je l'aime bien, mais moi personnellement ça m'a choquée. Outre le fait que liberté d'importuner, c'est encore de la sémantique, quoi, c'est encore terminologique, liberté d'importuner. Maintenant faut regarder dans le dictionnaire maintenant, qu'est-ce que c'est que séduire, qu'est-ce que c'est que d'importuner, est-ce que c'est péjoratif, on ne sait même plus quel mot utiliser, et puis ensuite, ça fait mal, ça fait mal à la cause des femmes. Parce que si on se divise, déjà que notre voix n'est pas entendue par la majorité de la population, déjà on est 50% de la population, on peut dire que 50% ne nous écoute pas, mais alors si en plus entre nous, les femmes, moi j'ai pas vécu ça, moi je connais pas, moi je me suis jamais fait siffler ni rien, donc calmez-vous les filles. Moi je suis pas noire, j'ai jamais subi de racisme. C'est pas pour ça que je suis pas contre le racisme, je sais pas, en vrai c'est digression tout à fait personnelle. Non, je suis absolument désolé, je suis pas du tout d'accord avec ça. Déjà, à partir de quel moment le harcèlement sexuel, c'est simplement quelque chose, une cause qui est féministe, c'est une cause sociétale, c'est-à-dire concrètement, les hommes sont ultra concernés par ça, pas en ce sens d'être victimes, mais ils doivent intervenir, parce que justement, sinon on va se retrouver dans une situation qui est terrible, où on va se dire, tiens, on s'adresse finalement qu'aux femmes. Pas du tout, c'est des hommes. On a une société qui est ultra misogyne, les dirigeants sont misogynes la plupart du temps, et on arrive dans une situation où on n'est même pas capable de prendre en compte la parole des victimes. Et dans la prise en compte de cette parole de victime, ce qu'il y a d'absolument terrible, c'est que quand on prend le balance ton porc, ça débouche justement sur quoi? Des abus, et puis aussi du buzz qui est mal ou pas entretenu, qui est surtout fortement utilisé par des médias qui aiment bien ce type d'histoire. On prend en sens inverse des exemples positifs. Il y en a quelques-uns des exemples positifs. Bien pour une fois, je vais citer un exemple positif, il y a le barreau de Paris. Le barreau de Paris, on part de très très loin au barreau de Paris. Les pénalistes sont toujours présentés. Le pénaliste, c'est qui? C'est un homme, plutôt corpulent, avec une grosse voix, et puis qui sort avec une nana qui a 20 ans de moins que lui. Voilà, on y est, on est dans tous les stéréotypes. Alors qu'il y a d'excellentes avocates pénalistes, barreau de Paris. Moi, j'en connais, je les ai formées. Bon, voilà. Vous voyez, on rattache toujours ce genre de choses comme ça. C'est facile de tenir ce type de propos. Et sous couvert de Pays d'Arobe, où il y a eu une dénonciation qui a eu lieu, le barreau de Paris s'est engagé fortement et ça débouche sur des aspects positifs. Oui, un numéro vert, c'est ça. Et on va dénoncer ce qui va se passer en collaboration par rapport au niveau de rémunération. Il faut s'attaquer à la cause, mais quand vous dites la cause, c'est une cause de tous. Il faut prendre des employeurs. Moi, je fais à l'heure actuelle des formations, je ne dirais pas qui, c'est couvert par un secret, auprès d'employeurs, et je suis obligé de leur expliquer, et je ne dois pas aller dans la confrontation avec eux. C'est compliqué. Je dois expliquer à un employeur qui va me tenir le discours suivant, qui est le discours qui est systématique. Il va me dire, bon, moi, je recrute des femmes et des hommes parce que ça fait mieux, hein, mais quand je recrute une femme, aujourd'hui il dit 20%, mais je vais la payer 30% de moins. Pourquoi? Une femme, dès qu'elle est recrutée, qu'est-ce qu'elle veut faire? Des enfants.
donc partir en congé maternité, donc il faut la remplacer. En plus de ça, quand on leur rend son gosse, qu'est-ce qu'il va faire? Quand à l'école, on va l'appeler à la crèche parce qu'il aura bouffé une bille par le nez, elle va partir. Alors que si c'est un homme, s'il bouffe une bille par le nez, au contraire, il se dit mon gosse est débile, je ne vais pas rentrer à la maison ce soir. Voilà, vous avez un discours misogyne, et là vous commencez à le calmer un petit peu. Ok, très bien. Alors il faut partir du tout début. Au début, il y avait l'homme et la femme, et ainsi de suite. C'est pas du tout ça, ça se passe pas de la même façon. Tous les projets de vie ne sont pas similaires. Et justement, c'est ça toute l'idée, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, la société véhicule tellement de stéréotypes que je comprends parfaitement que vous disiez la cause. Mais c'est une cause qui est absolument commune ici. C'est une cause qui est commune. En France, combien on a eu de femmes premières ministres? Une, ça a duré 11 mois et elle s'est fait exploser sur sa féminité. Alors après, c'est un mauvais exemple que je vais prendre à dessein. Lorsqu'on avait Ségolène Royal face à Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle, on discutait de la longueur de ses jupes. Est-ce qu'on a parlé de, je sais pas moi, François Hollande en shorty lors de l'élection suivante? Je ne pense pas. Et dès lors qu'on a une femme qui est impliquée, on la renvoie à la sexualité. C'est anormal, et c'est pour ça que je vous dis, c'est un travail sociétal, mais c'est un travail aussi à faire par les hommes, expliquer. Quand vous avez, à l'Assemblée nationale, il y a quand même un aspect de représentativité, des hommes qui sifflent des femmes, ces mecs-là, il faut les sanctionner, mais il faut les sanctionner durement. Les urnes, c'est une façon de les sanctionner aussi. Je pense qu'on est vraiment tout à fait d'accord sur le constat. Simplement, c'est vrai que si aujourd'hui il y a une telle réaction et une telle force de réaction publique dans les réseaux sociaux pour dénoncer des choses, de fait, effectivement, il y a des personnes qui en sont peut-être victimes injustement, mais la réalité aujourd'hui de l'inégalité et du sexisme et toutes les personnes qui sont victimes de ça et qui n'ont jamais pu s'exprimer pendant longtemps, aujourd'hui, elles ont un moyen de s'exprimer. C'est important d'arriver à faire en sorte que les gens soient sanctionnés, que les auteurs de faits pénalement répréhensibles soient punis. C'est plus important qu'on arrive à changer réellement les mentalités et à changer les consciences. Et donc quelque chose comme Balance ton port, MeToo, c'est des choses qui certes ont un côté dérangeant, un côté gênant, qui nous déstabilisent parce qu'on sent bien que parfois il y a des choses qui ne sont pas saines dans la démarche, mais d'un autre côté, si ça peut arriver à faire que des gens se disent « Ah mais en fait, ce que je pensais être naturel avant, ça ne l'est pas », eh ben, c'est une vraie progression. Et donc oui, je pense que ça doit malheureusement un petit peu se faire dans la douleur. Et je vais prendre un exemple volontairement un peu dur. Moi aussi, il se trouve que j'ai été enseignant, il se trouve que j'ai aussi dragué des étudiantes. Et aujourd'hui, je me dis vraiment, après des années un peu de militantisme, de féminisme, des choses comme ça, je me dis, je ne jette pas la pierre à personne, hein, mais je me dis, bah ouais, j'étais quand même l'homme blanc, enseignant, et je me suis permis d'aller voir une jeune femme qui était une étudiante. Et ben ouais, ce rapport-là, il aurait peut-être dû m'interpeller plus que ça à l'époque, et c'est un changement de conscience. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer l'amour en tant qu'enseignant et étudiant, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est des vrais changements de mentalité, et que ça doit passer effectivement par la partie légale qui existe déjà, et qu'il faut arriver à implémenter plus, et par un vrai changement des comportements à tous les niveaux, y compris dans les forces de l'ordre. Je voudrais juste finir par un exemple que j'ai vu il y a quelques temps, une archivina qui m'a profondément bouleversé. C'était dans les années 80, ça doit pouvoir se trouver sur Internet. On voit une femme venant porter plainte, c'est filmé, la caméra est bien visible, c'est pas une caméra cachée, porter plainte pour agression sexuelle, et le policier lui explique gentiment que quand même, effectivement elle a un petit peu cherché, qu'elle a du mal comprendre les intentions du jeune homme, que quand même, si ça va au procès, il risque de prendre 2 ans de prison, c'est quand même cher payé pour ce qu'il a fait, alors qu'il n'était pas si méchant que ça et qu'il ne voulait pas dans ça. Et elle repart en disant, il est désolé, donc vous le pardonnez, rentrez chez vous, madame. Et toutes les personnes qui ont été victimes de ce genre de choses, qui sont rentrées chez elles en n'ayant rien pu dire, à l'époque c'était le Minitel et le téléphone, et c'était mort pour vous entendre votre cause, aujourd'hui ça explose sur les réseaux sociaux. C'est peut-être dommage dans certains cas, c'était des personnes qui en sont peut-être victimes de façon innocente, n'empêche que moi je trouve que ça fait du bien d'avoir une grande libération de la parole là-dessus. Et est-ce que vous êtes pour la pénalisation du harcèlement de rue? Est-ce que vous pensez que la loi est assez complète là-dessus ou pas? Parce qu'en 2014 par exemple, sur les 1048 plaintes qui ont été déposées au pénal, il n'y a que 65 condamnations, il y a que 65 condamnations, et la moitié sont soldées par juste des simples rappels à la loi. Est-ce que vous pensez que la loi est complète ou on devrait justement la renforcer? Alors, à mon sens, la loi elle est perfectible bien évidemment, mais non, on va se heurter au même problème.
Pénaliser le harcèlement de rue, on va se heurter à la même difficulté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir juger 1 ou 2 cas de temps en temps, et puis on ne pourra pas parce qu'il va y avoir un problème de preuve, sauf à créer une police spécialisée pour essayer de détecter, ainsi de suite. Le grand problème, c'est le problème de la réaction de l'entourage. C'est-à-dire, sous couvert de harcèlement de rue, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes auxquels on ne donne pas le bon nom. Les frotteurs dans le métro, ce n'est pas du harcèlement de rue, c'est des agressions sexuelles. Toucher quelqu'un, comme sur l'affiche, c'est une agression sexuelle. Il faut y aller depuis le début de ce point de vue-là. Maintenant, le phénomène a pris tellement d'ampleur que, ici, se dire on ne va pas incriminer, si on incrimine, c'est de quelle façon, c'est-à-dire de quelle façon on peut rendre une sanction, lui donner un caractère pédagogique. Parce que le gars stupide qui a harcelé et qui se fait attraper, il ne faut pas vraiment qu'il soit vraiment stupide, c'est-à-dire il faut qu'il harcèle devant des policiers, le cas échéant, ou que des témoins, et on a dit 5% agissent, viennent, dénoncent la personne, que les faits soient établis, et ainsi de suite. Il faudra qu'il se fasse attraper, qu'il soit sanctionné, et que derrière, ils ne se disent pas « Attention, je me suis fait attraper, donc la prochaine fois, il ne faut pas ici que je le fasse devant encore plus de témoins ». Parce que ça, dans ce cas-là, on aura un effet complètement paradoxal de la loi, qui conduirait finalement à quoi ? À ce qu'on ait des harceleurs qui cherchent justement à éviter qu'il puisse y avoir des preuves. Punir, il faut expliquer exactement ce qu'on veut chercher à punir. De toute façon, on est dans un phénomène constant de criminalisation. 92 harcèlement sexuel incriminé, 2002 harcèlement moral, 2010 le harcèlement sur conjoint, 2014 le harcèlement privé est incriminé, et là on va vers des formes de harcèlement de rue. Mais comment on veut faire? Contre quoi on veut lutter en réalité? Contre des propos qui sont des propos misogynes. Alors on va faire quoi après avoir incriminé le harcèlement de rue? Incriminer encore davantage les propos misogynes? Très bien. Comment on fait après, au final, pour nourrir et retirer le cœur du problème? Le cœur du problème n'est pas tant l'expression, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire la pensée, la résolution. Si un individu a des pensées misogynes, comment est-ce que vous pouvez le sanctionner et arriver à corriger ce type de pensée? Si le droit pénal et le fait de sanctionner avaient un quelconque effet éducatif, ça se saurait. Et c'est justement une des difficultés, de trouver une sanction, une réponse éducative. Une réponse éducative, ça peut être justement d'essayer de trouver des modes de façon de sanctionner. On le disait à un moment donné, moi j'aime beaucoup les histoires qu'on nous a racontées au début, justement ces activités associatives où on pourrait donner des termes de lexique, etc. Un harceleur, une réponse, une punchline, c'est-à-dire finalement une riposte qui est proportionnée à la violence de ses propos peut être utile, mais c'est là où il y a une grande difficulté, c'est-à-dire que le débat ne se situe pas là, il se situe sur le point de savoir comment et quel type d'agissement précis, il faut une très précise, sinon ça ne fonctionne pas, on va sanctionner. Dans tout ce qu'on a vu au début, le premier témoignage, les 2/3 relèvent déjà du pénal. Qu'est-ce qu'on va sanctionner au-delà? L'individu un peu lourdeau, là, dans le café, qui vient, qui dit « tu veux prendre un verre », il dit non, il va insister. À partir de quel moment on dresse le curseur du pénal, précisément? Excusez-moi, le temps nous rattrape, donc on va conclure sur les quelques questions qui restent. Pardon, mais on aimerait bien dire 2-3 mots sur la pénalisation, si c'est possible. Pardon, désolé, juste 2-3 mots sur la pénalisation parce qu'on pense que c'est quand même important, nous, en tant qu'association, de dire ce qu'on pense. Allez-y, ne vous inquiétez pas, c'est juste sur le temps. Du coup, on a été entendu par Marlène Schiappa en mai dernier et aussi par Pascal Boitard à l'époque sur du coup ces questions de pénaliser ou non. Nous, on est quand même plutôt favorable à ça. Après, ce que je voulais dire, on va dire en introduction, c'est que bien évidemment, il faut que les gens sachent en fait la loi pénale. Je pense qu'il faudrait même un cours de droit, on ne l'appellera pas comme ça parce que ça fera trop peur aux lycéens, mais un cours sur oui, les infractions pénales qui existent en droit pénal français pour que les gens sachent voilà, qu'est-ce qu'un viol, à partir de quand c'est un viol, qu'est-ce qu'une agression. Voilà. Donc effectivement, dans le spectre des faits de harcèlement, il y a déjà des infractions qui existent en droit pénal. Après, sans rentrer trop dans les détails, moi c'est ce qui m'avait interpellée par exemple pour mon mémoire, c'est qu'on disait oui, ça existe déjà, harcèlement sexuel, agression sexuelle, voilà. Mais en fait, moi j'ai pas trouvé si simple que ça.
face à un cas d'harcèlement de rue, ce sera quand même compliqué de le faire passer en harcèlement sexuel. Il y a des éléments constitutifs et parfois ça va être compliqué de les trouver, notamment sur la répétition. Quand on est harcelé, on n'est pas harcelé 3 fois par la même personne dans la journée. Donc ça veut dire que j'ai trouvé qu'il fallait faire attention aussi dans la communication avec les victimes et de ne pas leur donner pas des faux espoirs, mais c'est-à-dire il y a des règles pénales, certes, mais pour que l'infraction soit constituée, il faut des éléments. Il faut la preuve, mais il faut des éléments. Et dans certains cas d'harcèlement de rue, il n'y a pas la répétition, par exemple, donc on ne pourra pas caractériser. Et pour l'injure, d'ailleurs, je serais ravie de discuter avec vous sur ce point, sur l'injure publique, où c'est pareil. Il y a un sens donné aux lois aussi. Par exemple, le harcèlement sexuel, c'était d'abord confiné dans la sphère professionnelle. Après, on a enlevé certains éléments, on a enlevé la hiérarchie, ça pouvait être entre collègues. Mais par exemple, l'injure, c'est lié à la presse, c'est une loi sur la presse. Donc on ne peut pas foutre tous les faits d'harcèlement sexuel dans des lois qui en fait n'ont pas de sens, ne correspondraient pas. Donc nous, l'idée qu'on propose, c'est peut-être de revoir à ce moment-là cette loi sur le harcèlement sexuel, enlever effectivement tous les aspects sphère publique, sphère professionnelle, et il y a déjà tous les éléments dedans. C'est des comportements à connotation sexuelle qui sont dégradants, qui portent atteinte à la dignité, et je pense que là on retrouve complètement ce qui se passe dans un cas d'harcèlement de rue. Donc à ce moment-là, revoir peut-être cette partie-là, et pour que rentre dans son domaine autant des éléments de la sphère professionnelle que de la sphère privée, que de la sphère publique, parce qu'on sait maintenant que voilà, le sexisme, la misogynie, c'est partout. Merci pour votre intervention. Du coup, on va passer aux questions, si vous en avez. Bonsoir. Désolé. Déjà, merci beaucoup. Et justement, je pense qu'on doit être conscient tous ici qu'on a de la chance d'avoir une conférence sur ce sujet, et notamment d'avoir des intervenants de qualité dans des locaux comme ça. Mais c'est pas, c'est fini le lâchage de l'eau. Mais non, mais c'est de là que part ma question, parce que on n'a pas tous la chance d'avoir ça. Et notamment, vous en avez parlé tout au long de la conférence, de la sensibilisation, de la province, etc. On est des privilégiés de pouvoir en parler, d'être aussi dans des cursus qui nous sensibilisent à ça, d'être dans des milieux sociaux privilégiés, etc. Mais comme c'est un travail, je pense que vous êtes d'accord là-dessus, sur la mentalité de chacun, quelque chose de culturel, donc de diffus qui n'est pas à Paris. L'enjeu est quand même donc, du coup la diffusion de cette sensibilisation, j'imagine. Et si j'ai bien compris, vous avez certains groupements de votre association dans d'autres villes, mais justement sur des sujets aussi sensibles qui sont repris par les médias, par les réseaux sociaux, dans les manières dont on a pu parler, qui sont parfois très déstabilisantes et qui peuvent perdre les opinions de personnes qui ont accès simplement à ces informations-là par ces canaux de communication. Comment est-ce que, ça devrait être un devoir de la société civile justement de se saisir de ce sujet, mais aussi des gens comme vous qui sont à Lyon, à Marseille, dans les petites provinces, d'organiser ces conférences. Et plus que l'engagement associatif, aussi des gens qualifiés pour en parler. Non mais je suis d'accord, mais vous avez absolument raison monsieur, c'est tout à fait ça. Mais ça, comment faire? Il y a plein de façons de faire justement, d'utiliser les réseaux sociaux. J'ai un blog et j'ai un vlog. Alors je m'éclate, je fais des conférences comme ça. Par exemple, dans cette conférence-là, à l'issue de la conférence, je demanderai aux responsables la possibilité de pouvoir charger cette vidéo-là, la mettre dessus. C'est sûr, ça touche un certain nombre d'étudiants, ça va toucher un certain nombre de personnes, mais par le biais d'autres activités, je vais par exemple dans des salons du livre, et systématiquement j'oriente dans chaque écriture, dans chaque écrit que je fais, j'oriente ces écrits vers ce type de considération-là. Ce type de considération qui va parfois relativement loin. Par exemple, sur mon blog, ce qui m'a valu le plus de compliments, on va dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris une émission de télévision sur laquelle il y avait des agressions sexuelles, des infractions qui étaient très proches du bizutage, des violences qui étaient exercées, pour y aller, quand c'était pas encore la mode de rentrer dans cette émission-là. Voilà, c'est le genre d'hypothèse où on vient, il faut que le juriste vulgarise sa parole. Les cours à l'université devant 1000 personnes où justement on a un langage qui est un langage très haut parce que c'est au-dessus, c'est fini ça. Il y a des enjeux qui sont des enjeux absolument majeurs. La société
elle est ainsi faite qu'il faut décloisonner absolument, il faut discuter et dialoguer. On a des divergences, on a quelques divergences ici, mais finalement, sur un certain nombre de points, on se retrouve. C'est-à-dire, comme on dit, enfin, le terme, je ne veux pas vraiment schématiser, mais l'idée d'avoir une cause ici sur laquelle il faut lutter, c'est absolument indispensable, parce que après le harcèlement de rue, ce qu'il y a après, c'est quoi? C'est des jeunes filles qui se font par la suite violer. Que le harcèlement de rue, parfois la victime le ressent de façon terrible parce qu'elle se fait harceler, non pas nécessairement par le même individu qui va juste lui proposer de prendre un verre ou son 06, mais c'est quotidien, c'est régulier. C'est la parole que vous avez dite tout à l'heure, je crois, mademoiselle, au milieu, en disant « ouais, bon, vaut peut-être pas mieux dire non parce qu'il faut quand même faire attention, on a complètement inversé les choses. » Vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est une responsabilité que vous me donnez, mais que vous avez aussi également, de pouvoir en discuter autour de vous, pour des dîners de famille, ne serait-ce que ça, en faisant des actions associatives et en faisant des actions qui sont des actions quotidiennes. Des actions quotidiennes, parfois, je vous assure, c'est rien. Moi, je sais quand ça a commencé, ce goût-là pour le harcèlement, j'étais lors d'un dîner avec des gens qui étaient très éminents, et tout d'un coup, commence à fuser, vous savez, un propos crade. Et ça m'a pas plu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fini par me lever de table. Je dis, mais c'est nul, lever de table. Alors je suis revenu à table, non, mais je ne suis pas particulièrement courageux, et j'ai dit voilà, je vais me casser parce que concrètement, toi, tu es capable de tenir ce type de propos sur les serveuses, moi ça me choque parce que ça ne correspond pas du tout à ce que je peux penser. Et puis surtout, voilà, toi tu vantes telle partie de son anatomie, qu'est-ce que tu aurais dit si elle était venue en disant que tu es un gros dégueulasse qui ressemble à rien, un vieux lumineux de merde? Tu vois, là, oui, alors tu es dans l'injure, mais ça aurait été réciproque. Bon, je me suis levé, j'ai espéré, et finalement, il y en a un autre qui s'est levé à table. Et ben, j'ai réussi peut-être mon coup, vous voyez, à ce moment-là. On était au moins 2 sur 5 à être capable de se dire, on a vécu quelque chose. Mais il m'a fallu quoi? Il m'a fallu un certain temps pour me lever. Et le deuxième, il s'est levé, bon, c'est un suiveur, hein, bon, très bien. Mais les mentalités, les faire changer, c'est, je sais pas, c'est discuter avec vos proches, votre cousin, je sais pas, vos papis, vous voyez, c'est chaque jour. Donc moi j'ai une question, enfin c'est pas vraiment une question, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait certains milieux qui étaient épargnés. Je suis pas trop d'accord avec ça. Pour moi maintenant, aujourd'hui, dans les étudiants, etc., surtout dans les écoles de commerce, les soirées étudiantes, etc., pour moi il peut y avoir autant d'agressions que dans certains milieux. Donc je suis pas vraiment d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a le Tumblr PaytaFac qui a été fait comme sur Paytachnek et qui dénonce aussi tout ce qui se passe dans le milieu universitaire. Ouais. Je pense que... J'ai pas dit que le milieu était épargné, j'ai dit c'est étonnant de constater qu'il y a quand même des milieux ici auxquels on va s'intéresser un petit peu moins. C'est tout, c'est simplement ça, c'est étonnant. J'ai quand même l'impression qu'il y a une loi du silence qui est susceptible de régner dans certains milieux, toujours. Dans le milieu des cuisines notamment, vous avez entendu parler d'un chef ou d'une chef qui aurait été harcelée, alors que clairement, il y en a énormément. Moi j'en connais beaucoup et elles sont constamment harcelées au travail. Alors, j'aimerais profiter du moment de silence pour dire que si vous voulez aussi changer les choses, participer à la sensibilisation de la société, et ben, nous on recrute des bénévoles, que des bénévoles, je suis désolé. Donc voilà, stopharcellementderue.org, on a des antennes dans plusieurs villes, dont à Paris, et on fait des interventions dans les lycées. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Oui, j'avais une question, s'il vous plaît. Enfin, j'aimerais rebondir et brasser un peu large compte tenu du débat qui avance inlassablement. D'abord revenir sur le petit problème terminologique de Balance ton port, qui a priori ne pose pas problème à certains, qui est d'effacer, comme vous le dites très bien, monsieur Benilouche, la distinction entre ce qui relève du pénal et partir de la gradation décroissante du viol, en passant par l'agression sexuelle, etc., jusque à la simple bougeatterie, au mec lourd. Et Balance ton port, justement, c'est que tout le monde est un porc, tout le monde est un harceleur. Alors on ne fait plus de distinction. Et comme vous dites, on abat quelqu'un au pilori social sur Twitter. Et le problème de Twitter, justement, c'est que malheureusement, il me semble que peu importe après ce qui se dira au tribunal, une fois que le social aura parlé, personne vraiment n'ira chercher plus loin, n'ira regarder s'il y a eu vraiment eu diffamation ou quoi que ce soit. Alors du coup, j'aimerais faire une remarque à laquelle vous pouvez répondre tout à fait et une question. La première remarque, c'est s'il n'y avait pas un problème justement de subjectivisation de ce que serait l'infraction
pour ce qui relève de la gaudiatrie ou du harcèlement, vous avez parlé d'un compliment sur une jupe tout à l'heure, qui est pour le coup un vrai compliment. Et par exemple, est-ce que cela ne relèverait pas, au niveau du dépôt de plainte, de la personne qui énonce ce compliment? C'est-à-dire si c'est une personne, un vieux dégueulasse alcoolisé, ou si c'est un jeune homme plutôt charmant, le dépôt de plainte ne sera pas ou sera fait justement dans ce cas-là. Et deuxième remarque, excusez-moi, c'est que aussi incriminer ce genre de comportement, ce serait introduire du tout pénal dans la société, c'est-à-dire que, comme vous dites, on ne pourrait plus s'arrêter et on glisserait hors du principe de l'égalité qui voudrait quand même qu'il y ait des critères assez précis et assez clairs pour incriminer une personne. Et c'est tout le truc du harcèlement, justement, de demander une répétition, de demander ce genre de choses. Alors la question, justement, porte sur l'outrage sexiste qui a été voulu par le gouvernement et notamment par Marlène Schiappa. Et pensez-vous que cet outrage sexiste n'est pas l'ouverture vers quelque chose d'encore plus délétère pour la société dans le tout pénal? C'est difficile de répondre à ça. On va dire oui, c'est le problème de subjectivisation de cet aspect par rapport au harcèlement. On l'a déjà avec le harcèlement sexuel parce qu'il y a l'idée de pression grave et on prend compte d'un certain nombre de paramètres. Pression grave, généralement, je prends plusieurs exemples pour essayer de déterminer s'il y a pression grave. Tout le contexte va entrer en ligne de compte. Vous voyez, par exemple, si vous, monsieur, je venais à vous faire des avances, bon, voilà, venez, avant de rentrer chez moi, on fait un petit coup de sexe derrière le radiateur, etc. Je pense que ça va vous faire rire, vous n'allez pas vous sentir harcelé. Si maintenant on se met debout, là, face à face, vous mesurez combien à peu près? Tiens, on va faire ça. 1 m. D'accord, moi je fais 2,4 m et je pèse 122 kg ici. Retirez-vous 10 cm, ça m'arrangerait. Bon, voilà. Au moment où vous venez me parler à la fin, vous avez un petit peu peur, et justement sur mon écran, je vous dis tiens, je vais vous montrer des photos. J'étais en boîte de nuit hier soir dans un club, le Talon Aiguille, qui est situé pas très loin d'ailleurs d'ici, et je fais des photos de moi habillé en cuir et ainsi de suite. Je me mets la main sur l'épaule. Au même moment, on éteint les lumières, et là je vous fais des avances. On pourra considérer que ce sont des pressions graves. Tous les paramètres vont entrer en ligne de compte. Et dans l'outrage sexiste, le problème, il va se situer là, c'est dans la façon de faire. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qu'on a constaté par rapport aux harceleurs sexuels. Je vous dis ça pour en avoir défendu des harceleurs sexuels. C'est quoi? C'est dans la façon de formuler des choses. Il y a des gens qui sont suffisamment malins pour ne pas tomber dans l'outrage, pour tenir des propos sexistes qui mettent particulièrement mal à l'aise, mais pour ne pas aller jusqu'au bout du propos sexuiste qui sera dans l'outrage. Et on voit bien leurs intentions derrière. Tout va être dans la suggestion, dans l'implicite et ainsi de suite. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait... Parce que je crains cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on va incriminer, et les harceleurs les plus malins, c'est-à-dire finalement les plus vicieux, eh bien ils seront mis de côté parce qu'ils sauront, eux, comment contourner la loi pénale. Ce qui est à mon sens déjà le cas pour le harcèlement sexuel. Alors, quand j'ai fait du coup mon mémoire sur le harcèlement de rue et faut-il pénaliser, j'avais comme directeur de mémoire un juge d'instruction et un avocat qui m'ont regardé en me disant oui, bien sûr, qu'est-ce que c'est d'ailleurs le harcèlement de rue? Je ne connais pas. Et aussi, vous n'avez pas l'impression que le code pénal est bien assez lourd comme ça? Normalement, on ne va pas rajouter encore plein de pages, quoi. Et bon, j'ai quand même un peu insisté, mais honnêtement, même moi, quand j'ai commencé mes mémoires, je me suis dit, franchement, j'en sais rien, ça se trouve, ça sert à rien de pénaliser. Ça sert à rien. Parce qu'en fait, si en plus on fait un texte qui ne sera pas utilisé, il y a le symbolique, mais en plus, ça va se retourner. C'est-à-dire que, justement, on va laisser la porte ouverte aux harceleurs et aux futurs délinquants de se dire, en fait, la loi pénale, elle n'est pas efficace. Il ne faut pas que j'en ai peur. Parce qu'il y a plein de textes, de toute façon, je ne serai pas poursuivie. Et même si je fais un viol, on va correctionnaliser. Je n'irai pas en assise. Parce que ça, c'est ce qui se fait. Donc forcément, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune visibilité. Il y a déjà, il faut connaître le droit, mais en plus, il faut savoir si c'est efficace. Donc effectivement, l'idée, par exemple, du coup, de l'outrage sexiste, outre le fait qu'on n'aime pas trop le terme d'outrage, parce qu'un harcèlement, c'est outrageant, d'accord? Mais bon, outrage, personnellement, ça fait penser un peu à outrage à magistrat. Voilà, c'est un harcèlement. Le terme harceler, voilà, ça fonctionne parfaitement
dans les faits qu'on souhaite incriminer. Mais voilà, ce qui peut nous gêner, c'est forcément les problèmes de preuve. En flagrance, aucun harceleur va attendre d'avoir un policier à côté de lui pour... voilà, donc on le sait. Mais ça n'empêche pas de se poser la question, ça n'empêche pas de se dire justement qu'il faut former les gendarmes et les policiers à entendre, et eux aussi à dire à la victime, ben voilà ce qu'il nous faudrait comme preuve, voilà ce qui... Parce qu'on sait que ça va être parole contre parole, très bien. Mais si je peux prendre, on va dire un exemple, je ne suis pas sûre que ce soit très bien compris, ou ça va peut-être être... Enfin, je tente quand même l'exemple. Mais quand on a choisi d'incriminer la discrimination raciale, par exemple, discrimination raciale, bon, est-ce que la société était prête à se dire, bon ben vas-y, on arrête d'être raciste, au final, blanc, noir, c'est pareil. Est-ce qu'on a attendu que la société soit prête? Est-ce qu'on a attendu que la société soit plus raciste pour faire cette incrimination? Non. Donc est-ce qu'on va attendre que le sexisme soit balayé pour le combattre? Non. Et je veux dire, je sais très bien en plus, parce que je me mets une balle dans le pied en disant ça, parce qu'en vrai, les discriminations, c'est très difficile à prouver. Être injurié de manière discriminante, sale noire, sale rebeu et tout, c'est très difficile, ce sera aussi parole contre parole. Mais est-ce qu'on s'est posé toutes ces questions de preuve à l'époque? Est-ce qu'on s'est pas dit aussi à l'époque, ben en fait ça va être tellement compliqué. Ça va être tellement compliqué à incriminer la preuve, il n'y aura pas de témoin, je veux dire, c'est qu'une phrase balancée comme ça, enfin, je veux dire, donc c'est d'où mon questionnement, on ne peut pas s'arrêter qu'à des considérations de preuves, de moyens, voilà, je pense qu'il faut quand même se poser la question. Il y a quand même une loi qui a prévu et qui a légalisé le testing en matière de discrimination. Justement, on s'était posé cette question-là pour rendre effectives ces dispositions, et c'est grâce, justement, comme vous, au milieu associatif, et notamment SOS Racisme en la matière, quand ce n'était pas une succursale politique, qui avait généralisé le testing à entrer en boîte de nuit et sur les lieux de travail, et désormais c'est dans le code pénal, cette possibilité-là. Donc la question de preuve, ouais, elle était prégnante. Mais sinon... C'est une question. Bonsoir, je m'appelle Laura. Tout d'abord, merci pour vos interventions. J'aimerais revenir sur une thématique qui a été abordée précédemment, celle de la mise en place d'une police spéciale. J'aimerais connaître vos positions par rapport à cette possibilité. Est-ce que vous pensez que ça peut être véritablement effectif et que les structures qui vont suivre cette mise en place, si c'est possible, vont permettre des avancées dans ce domaine? Moi, j'ai envie de répondre à ça qu'à mon avis, c'est pas simplement une police spéciale, mais ça serait des gens qui seraient formés, peut-être même au niveau psycho, dans les commissariats. Parce que bien souvent, les gens qui ont ce genre de problème sont pas forcément toujours habilités à mettre des mots sur ce qu'ils ont senti, etc. Et qu'il faut un petit peu plus de psychologie, donc peut-être une formation par rapport à ça. Après, ce qui a été proposé dans un rapport de la mairie de Paris, par exemple, assez récemment, c'est plutôt des alertes qui pourraient, par exemple, comme des boutons sur chaque lampadaire de la ville, de façon à prévenir le commissariat, voilà, ce genre de choses. Bon, je sais, c'est peut-être un peu idéaliste, mais ce serait plutôt parce qu'on sait bien que des polices spéciales, alors je ne sais pas si dans votre question c'était des polices qui balayent les rues, ou si c'est des polices spéciales à l'intérieur des commissariats au moment des plaintes. Je ne sais pas, c'est la deuxième option, donc plutôt dans les commissariats. Oui, bon, ça je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème à ce niveau-là, parce que justement, juste pour revenir sur Balance ton port, je pense qu'effectivement, enfin moi, mon point de vue, c'est que s'il y a des commissariats qui ont été mis en place avec des protocoles, des gens formés à détecter, à récupérer des preuves, etc. C'est tout un système qui ne peut pas être balayé d'un revers de main face à un Twitter qui n'a pas du tout ce rôle-là. Donc juste, bon, même si je partage complètement le reste de la cause, et simplement par rapport à ça, j'ai envie de rajouter tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, mais qu'on est vraiment dans le même bateau. Et que pour moi, Balance ton port, ça rejoint la remarque de monsieur tout à l'heure, ça fait une espèce d'énorme clivage, de différence entre les hommes et les femmes, qui à mon avis va nous mener à la ruine. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Pour moi, on va s'en sortir en se serrant les coudes, en étant les uns avec les autres, en s'appuyant sur les compétences, les qualités des hommes et des femmes qui peuvent être différentes ou pas. Mais pour moi,
tout ce genre de propos un peu extrémistes qui va du coup renvoyer les hommes vous êtes tous des machos, les femmes, voilà, ça va pas, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Et voilà, ceux qui veulent avancer dans ce sens-là, rejoignez le CNFF. Bonsoir, désolé de vous couper. Depuis le début de la conférence et par expérience personnelle, je me rends compte qu'il y a quand même une grosse différence entre ce que les associations voient sur le terrain, quel que soit le sujet, que ce soit le sujet du racisme, du harcèlement, peu importe, et ce que font nos institutions et ce que sont capables de faire nos institutions et les gens qui les représentent, qui sont souvent malheureusement blancs, vieux, qui sont totalement déconnectés de la réalité. Là, durant cette conférence, j'ai quand même un peu l'impression qu'il y a une opposition entre ce que la justice est capable de proposer et ce dont vous avez besoin aujourd'hui, vous, association. Ma question, Julie et votre collègue, je me souviens plus de votre prénom, désolé, c'est aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin exactement? Est-ce que vous avez l'impression que le hashtag Balance ton port ou les mouvements qu'on pu fleurir à gauche à droite ont amélioré votre visibilité et vous ont permis de gagner des armes pour vous battre contre ce fléau en fait, qui est le harcèlement et toutes ces dérivés. Comment est-ce que vous avez vu cette dernière année se passer et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des améliorations ou est-ce que vous avez besoin de quelque chose que nous on pourrait faire de manière générale ou que la société de manière plus large pourrait faire? Déjà, être là, parler de nous, sensibiliser autour de vous, quoi. Enfin, tu vois, t'as pas besoin de t'investir plus que ça. Voilà, comme on disait, tu parles à tes proches, à ton grand-parent, tu essayes que... Parce que moi, je suis surprise, en fait, que des gens avec le tapage médiatique ne savent pas, ne connaissent pas encore, enfin, on ne sait pas s'ils sont dans un déni ou si vraiment ils sont coupés du monde dans un bunker, mais il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le harcèlement de rue. Alors après, on peut polémiquer sur la terminologie encore une fois, mais je veux dire, il y a des gens qui encore qui ne savent pas encore ce que c'est. Alors après, bon, en tant qu'association, nous, on est une petite association. Ça fait 4 ans qu'on existe, on n'est que des bénévoles, on n'a pas de locaux. On a des dons parfois, c'est vrai, mais sinon, on a quand même très peu de moyens par rapport à de très grosses associations qui sont là depuis très longtemps et qui se battent contre les violences faites aux femmes de manière générale, ou parfois au travail, parfois les immigrés, enfin voilà, il y a beaucoup de formes. Donc en vrai, ce dont elles ont besoin, c'est d'argent, bien évidemment, on va pas se mentir, parce que nous, on est très loin d'avoir des salariés, on peut absolument pas, mais des grosses structures en ont. Et en fait, si on veut des gens non-stop qui soient là et qui, du coup, par exemple, puissent répondre à des chats, puissent recevoir en présentiel des gens, en faisant, en recevant les gens directement dans leur association pour avoir même un local, effectivement, oui, il faut des dons. Et il faut des dons où, les pouvoirs publics, normalement, donnent aussi des subventions, il faut que ça progresse. Parce que, comme beaucoup de sujets, on ne pourra pas tout le temps compter sur l'État. On ne pourra pas. C'est impossible. Donc du coup, il va falloir que, oui, nous, société civile, en association, collectivement, citoyennement, on fasse bouger les choses tout seul. Mais c'est vrai que pour ça, il faut des moyens, malheureusement. C'est vrai. Je vais rebondir juste en précisant, il faut des moyens et c'est sûr que c'est une responsabilité collective, individuelle, on l'a évoqué sur le rôle des témoins, sur le rôle qu'on peut avoir les uns et les autres dans la discussion et la sensibilisation auprès de nos proches. Après, le rôle quand même des pouvoirs publics reste fondamental aussi, dans le sens où c'est aussi leur responsabilité de faire évoluer les mentalités. Alors, je prends un autre exemple. Il y a 30 ans, sur la sécurité routière, il y avait des comportements qui étaient très fréquents, très graves et très admis. Je me souviens qu'à l'époque où je passais mon permis, tout le monde roulait au moins 10 km/h au-dessus de la norme autorisée, mais tout le monde. On se donnait un dernier petit verre pour la route, et à l'époque, il y a des gens qui refusaient de mettre leur ceinture de sécurité en disant c'est l'atteinte à ma liberté. Alors, quand on est arrivé à mettre des amendes si jamais le passager n'a pas sa ceinture de sécurité, je vous raconte
même pas les estampes que ça avait fait. Eh bien, ça a été une cause nationale portée par les gouvernements et le président de la République pendant plusieurs années. Il y a eu des programmes de sensibilisation dans les écoles systématiques avec des permis de conduire, des trucs de la rue, tout. Pendant des années, il y a eu effectivement une politique pénale qui a été mise en place aussi. Et bien, le résultat de tout ça, c'est que le nombre de victimes d'accidents de la route a drastiquement diminué, ça réaugmente, enfin, mais ça a quand même drastiquement diminué, les comportements, les mentalités ont changé. Aujourd'hui, quand quelqu'un a trop bu à la fin d'une soirée, on lui renverse par un verre, on lui dit « reste dormir ». Et nous, on pense qu'on peut faire la même chose sur le sexisme et la lutte contre les inégalités femmes-hommes. C'est aussi une question, à un moment donné, de priorisation politique et de mettre en œuvre des vrais moyens, et effectivement pas juste une campagne absurde débile de temps en temps en République française. On est tout à fait d'accord. Du coup, on va laisser la parole une dernière fois, parce que là, on va être pris par le temps, mais si vous voulez continuer le débat après avec les intervenants. Bonsoir, déjà je voulais rappeler un mot de vocabulaire qu'on connaît très peu par rapport au témoignage de tout à l'heure sur le fait qu'il y avait aussi beaucoup de femmes qui réprimandaient en disant de toute manière t'es une pute, ton comportement c'est ta faute. En fait ça s'appelle le slut shaming. Je vous invite à voir la vidéo du blog Mademoiselle là-dessus, c'est Mademoiselle avec un Z à la place du S qui explique très simplement ce que c'est. Et ensuite ce que je voulais dire c'était par rapport à l'éducation. Vous dites qu'il faut éduquer les enfants à dire tel type de personne peut être dangereux ou dangereuse, mais il faut aussi éduquer à ne pas être harceleur et ensuite à ne pas minimiser les comportements et à dire je suis une victime, je l'assume, ou alors à dire oui, à dire non, je peux dire non en fait. Il faut pouvoir s'indigner parce que c'est facile de dire non mais les filles vous pouvez dire non à n'importe quel moment, sauf qu'on peut être pris dans l'engagement. Moi, je suis en psycho, donc on étudie ces phénomènes-là, de s'engager, et jusqu'au dernier moment, il faut prendre conscience que ce non, il a du pouvoir. Mais indignez-vous jusqu'au dernier moment, vous pouvez dire non à ce mec, même s'il a des très beaux yeux. Donc voilà, vraiment, prenez conscience de ce pouvoir-là, et j'espère que ça va vous aider. Voilà. Alors déjà, je tenais à remercier tout le monde d'être venu, merci aux intervenants, etc. Juste faire une petite transition sur une conférence qui va se passer la semaine prochaine. Là, on a parlé de l'intervention via les réseaux sociaux, via tout ce qui est sans filtre, etc. La conférence, ça sera sur la souveraineté numérique avec la Civic Tech, la démocratie de demain. C'est aussi un moyen de parler de tout ça et de dénoncer, mais aussi que ça aille jusqu'à la justice, à l'Assemblée, etc. Donc voilà, on veut agir, c'est une façon d'agir. Après, je voulais aussi remercier toutes celles qui ont fait la conférence, parce que comme on l'a dit, il faut agir, il faut en parler, et c'est ce qu'elles ont fait. Donc on espère vraiment que maintenant, puisqu'elles vous ont donné l'idée, vous allez en parler vraiment autour de vous. Donc voilà. Juste au nom de 4, comme on organise la conférence, on voulait vous remercier d'être venus. Merci beaucoup aux intervenants d'être venus et merci quoi.